Chez nous, à Happy Hour, la pop culture, c'est notre passion. Bienvenue donc à l'écoute de ce 85e numéro du podcast et le dernier de l'année. Servez-vous un vin chaud, mettez-nous en fond sonore en emballant vos cadeaux de Noël. Je m'appelle Marc et je serai votre Père Noël pendant 2 heures. Et je suis accompagné de mes lutins. Bonjour Amandine, Mathieu et Alexandre. Salut. Bonjour. C'est joliment dit. On va parler dans cette émission du passé et du futur avec quelqu'un que je voulais recevoir depuis longtemps. Bonjour Laurent Sarfati. Salut. Tu es le co-scénariste de Mars Express, le film d'animation de Jérémy Perrin qui est sorti en salle mi-novembre. On te doit aussi, entre autres, l'écriture de la série Last Man, La Minute Blonde il y a quelques années sur Canal. Et tu as été dans une vie antérieure journaliste pour le légendaire magazine de jeux vidéo Joystick sous le pseudonyme de Monsieur Pomme de Terre. C'était moi. On parlera ensuite, comme chaque mois, de nos coups de cœur du mois. Il y aura des séries, il y aura du cinéma, il y aura une expo et il y aura forcément un jeu vidéo. Happy Hour, ce numéro 85, est un podcast sponsorisé par Et hop, vous voilà star du rock, un éducatel Gilbert Software. Putain, je n'ai pas du tout la Qui a la ref, ref mais j'ai pas Pas du moi. tout la ref. J'ai pas 30 ans. L'invité à la ref, c'était C'est un peu repas de Noël, quoi. C'est sur YouTube, hein. On mettra des liens vers les vidéos sur YouTube, on expliquera après. On va commencer donc par parler du passé et de toi, Laurent. Quand on s'est croisés au Festival d'Annecy, il y a un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit que quand tu étais lycéen, tu allais littéralement pas du tout à l'école et que tu écrivais. Est-ce que c'est comme ça qu'est née ta passion pour l'écriture ? Alors non, c'est pas né comme ça et c'était pas au lycée, c'était juste après le lycée. Après ? Ouais. Ouais. Non, j'ai eu mon bac de 0 points comme un grand et après mes parents m'ont dit que si j'arrêtais mes études, il fallait que je trouve du travail et que je trouve un appartement et que je devienne grand. J'avais pas du tout envie et du coup, oui, pendant 6 ans, j'ai fait semblant d'aller en cours. Je partais avec mon sac, puis j'allais au café en bas de chez eux. Ce qui est incroyable en fait, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment pas du tout à l'école, quoi. C'est 100% d'école buissonnière. Ouais, c'était vraiment école buissonnière. En vrai, c'était super angoissant. Je savais pas du tout ce que je faisais. Tout ce que je savais, c'est que je voulais pas aller à l'école. Et oui, j'écrivais parce que je m'ennuyais en fait. Mais j'écrivais bien avant déjà. Et du coup, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton envie d'écriture ? Non, il n'y a pas eu de déclencheur de l'envie d'écriture. Ou alors, vraiment, quand j'avais 6 ans, il y avait un cousin qui avait un critérium. Je le trouvais hyper beau et du coup, il fallait que j'ai une raison de l'utiliser. Du coup, j'ai écrit. Mais si je suis devenu scénariste, c'est parce que justement, en n'allant pas à l'école, j'ai croisé un autre copain qui allait pas à l'école lui non plus. En fait, il allait à l'ESRA, une école de réalisation. Il devait avoir 3 heures de cours par jour. Et du coup, la plupart du temps, il était lui aussi à zoner chez lui. Il était libre. Ouais. Voilà, exactement. Et il y avait tous ses copains de l'école de réalisation qui squattaient chez lui aussi. Et ils voulaient tous être réalisateurs. Et du coup, ils n'avaient pas de scénariste. Donc, je suis devenu scénariste de 6 réalisateurs. Juste pour justifier que je fume des pétards chez eux. Et est-ce que ses copains sont devenus des réalisateurs du coup ? Alors oui, y a le fameux copain, celui qui avait un appartement, donc on pouvait squatter chez lui, c'est Marc Gibaja, et c'est avec lui justement... Que tu as écrit Un long et La Minute Blonde. Exactement. Et c'était un copain de CP. Ok. Et, oui, c'est incroyable, ok. Ouais, c'est rigolo, ouais. Et voilà, La Minute Blonde, oui, ça a commencé par La Minute Blonde, oui, c'est ça. En fait, Marc couchait avec l'actrice, et... Et elle lui a dit ouais, j'ai une idée d'émission. L'émission, ce serait que tu m'écrives une émission. C'est pour ça qu'elle pouvait se pavaner en disant j'ai eu une super idée d'émission. Et donc on lui a écrit une émission et on a fait un pilote. Et pendant hyper longtemps, on n'avait absolument aucune nouvelle. Donc Frédéric Bell a passé le casting de Miss Météo, puisque avant qu'il y ait MeToo et tous les trucs de gender et de protection de la femme, il y avait Miss Météo sur Canal+. Je ne crois pas que ça existe encore, c'était un peu misogyne. Non, c'était un peu misogyne parce qu'il Ouais. recrutait au physique. Donc, Carrément, ouais. Donc elle passait le casting de Miss Météo. Et dès qu'elle est apparue au casting, il y a des gens qui ont débarqué, qui ont fait c'est elle la cassette, c'est elle la cassette. En fait, notre producteur, que je salue, Alain Massiot, était il planait un petit peu. Du coup, il avait envoyé la cassette de l'émission, mais il n'avait pas mis d'adresse ni rien du tout. Il avait juste envoyé la cassette. Donc pendant presque 2 ans, il me semble, ils ont vu ce truc, ils se sont dit c'est super, mais ils ne savaient pas qui l'avait fait.
Et voilà, du coup, 2 ans après, on a pu faire notre première émission. Et pour ceux qui ne savent pas, la Minute Blonde, c'était un programme court qui était inséré dans le Grand Journal, un talk de Canal. Et pendant quelques minutes, justement, où Frédéric Bell recevait un invité avec des guillemets, puisque c'était très souvent un panneau ou une photo du gars. C'est toujours une photocopie, en fait. C'était une photo du gars, et ça permettait de faire des vannes drôles. J'en ai revu quelques-uns pour préparer cette émission, et moi, ça me fait toujours marrer. Hein. Et moi, je m'en souviens, mais je suis assez vieux pour ça. Ouais, c'est pas. C'est quoi? C'est 2006, un truc comme ça, 2006, 2007. Je crois que ça a 17 ans, je crois. Hein. C'est dans le passé, mais pas tant dans le passé que ça pour. Moi, c'était les pires années de ma vie. C'est-à-dire, on se lève le matin, on doit écrire des blagues. Je crois qu'il n'y a pas un métier plus atroce. J'avais un psychiatre, un analyste, un acupuncteur. Tout mon argent passait en bringue pour oublier la détresse que c'est que d'écrire des blagues. Ouais. On va remonter un peu plus dans le passé. Comment tu es entré chez Joystick ? Ah, c'est rigolo. J'étais avec ma première amoureuse que j'ai eue très tardivement et elle était très jeune et du coup elle voulait absolument qu'on vive ensemble et donc il a fallu que je gagne ma vie. Alors on a essayé de me pousser à gagner ma vie longtemps mais au bout d'un moment on n'a plus le choix. Et vraiment je savais pas quoi faire. Justement je faisais la bringue et en faisant la bringue j'ai rencontré un type très très marrant qui avait l'air de bien gagner sa vie et de pas être malheureux. Donc je lui ai demandé ce qu'il faisait et il était testeur de jeux vidéo. Et j'ai pas compris au début parce que moi j'étais lecteur de Joystick et de tous ces magazines de jeux vidéo de l'époque, Tilt, etc. Mais je pensais pas que les gens étaient payés pour faire ça. Et donc j'ai envoyé mon CV et j'ai attendu et j'ai pas eu de nouvelles. Et du coup, j'ai envoyé des CV dans d'autres magazines. Je suis rentré dans un magazine absolument atroce, vraiment pour les gamins, qui s'appelait Super Power, pour la Super Nintendo. Et j'étais Cyber Raoul. Et au bout d'1 an, j'ai été repéré par Marc Andersen, qui possédait le magazine Joystick, qui a dit, et qui possédait aussi le magazine Super Power, qui a dit, mais en fait, il faut que tu viennes chez Joystick. Je fais, ouais, mais j'ai envoyé mon CV, mais vous m'avez pas répondu. Et là, j'ai eu l'autre côté de l'histoire. C'est que ma mère, qui était très inquiète pour moi, arrêtait pas de me demander si j'avais des nouvelles de ce CV que j'avais envoyé chez Joystick. Et elle arrête pas de me dire, j'ai une très bonne amie chez Hachette, il faut absolument que je lui dise d'appuyer ta candidature. Et je lui hurlais dessus, je lui disais qu'il fallait surtout pas faire ça. Bref, visiblement, elle l'a fait dans mon dos. Le rédacteur en chef de Joystick a reçu un coup de fil. Bonjour, c'est ma machine de chez Hachette, très haut placée. Il faut embaucher Laurent Sarfati. Donc, ils ont foutu mon CV à la poubelle. C'était Joystick. Et combien de pseudos tu avais alors ? Parce que du coup, ça commence à faire quelques pseudos. Plein. C'est une habitude que j'ai gardée. En fait, tu changes à chaque fois. Ouais, quasiment sur chaque réseau social, j'ai un pseudo différent. Facebook, je suis Jean-René Grimbichu. Mail, Raymond Laser. Mail poubelle, Clark Nova. Mais c'est pas mal parce que... T'as une sacrée mémoire. Ouais. Non mais surtout, alors maintenant je pense que les algorithmes sont un peu meilleurs, mais par exemple Facebook, pendant hyper longtemps, Jean-René Grimbichu, qui est mon alias, c'est une personne âgée. Donc j'ai la photo d'une personne âgée. Et avec un âge de personne âgée. Du coup, toutes mes publicités, c'était pour des couches pour incontinence, des escalators, des trucs mécaniques pour monter les escaliers. Et c'est cool. Du coup, j'étais pas targeté, c'était vachement agréable. Moi, je pense que maintenant, Facebook, Google et tout ça, ils savent très très bien quel genre de clown je suis. Joystick, pour ceux qui ne savent pas, pour les jeunes qui nous lisent, déjà, c'était un magazine. Alors, je sais pas si vous voyez le papier. Avant les streamers, avant les youtubeurs, il y avait des gens, il y a toujours, mais sur papier un peu moins, qui écrivaient des articles sur les jeux vidéo. Et le magazine a eu beaucoup d'influence sur toute une génération. Vraiment, je dis pas ça parce que... Non, mais ce qui est incroyable, c'est que tu as besoin d'expliquer. Non, mais je sais. Bon, malheureusement, on a passé la quarantaine. Donc mais je sais bien. Mais il y a une dizaine d'années, j'étais dans un... Je crois que c'était à Japan Expo, un truc comme ça. Et on présentait Last Man saison 1. Et il y avait un type qui passait devant nous, devant le public,
Et le mec a été adulé comme si c'était John Lennon qui montait sur scène, enfin vraiment une star quoi. Et je demande qui c'est, et on me dit c'est un testeur de jeux vidéo. J'ai dit waouh, le métier il a changé, quoi. Tu m'étonnes. Et je me souviens plus de qui c'était, bref, et on se retrouve, on nous raccompagne en taxi, on est dans le même taxi pour rentrer. Je lui dis tu sais, moi aussi j'étais testeur de jeux vidéo. Donc c'est une histoire qui a 10 ans, hein. Et le mec me dit bon, sur quelle chaîne YouTube? Je fais alors non. Voilà, exactement, je fais un magazine papier. Le mec il avait une trentaine d'années et il me regarde mais vraiment comme un extraterrestre. Il fait comment ça, un magazine papier? Mais genre je l'insultais quoi, ça existait pas. Et il avait jamais entendu parler de joystick. Donc j'ai pris ma première leçon d'humilité de cette semaine-là. Et du coup c'était un magazine qui à la fin des années 90, début 2000 a marqué pas mal de gens parce que déjà c'était un mélange de... Il y avait un magazine avant lui qui s'appelait Tilt qui était très sérieux, très rigoureux sur des tests pointus, etc. Et Joystick, c'était la gaudriole en fait. Donc on se marrait à lire des blagues et en même temps les tests étaient pointus. Et derrière ça a marqué... Il y a plein de gens qui en ont fait leur métier parce que c'était aussi un précurseur. Hein. Un des premiers, c'est Internet en France, avec une webcam à l'époque. On parle d'un truc il y a vraiment super longtemps, hein, les tout débuts d'Internet. Donc, ça a marqué beaucoup de gens et il y avait une communauté sur un chat IRC dont certaines personnes ont basculé dans le monde du jeu vidéo. Je pense à... Je ne sais pas si tu as entendu parler du jeu Industries of Titan. Non. Qui est un jeu de conception de ville futuriste qui a été développé au Canada. Et l'un des lead designers est un ancien de la communauté Joystick. Un délire. Incroyable. Ouais, donc ça a vraiment été un espèce de... C'était quoi son pseudo? Sir Karma. Karma, mais je m'en souviens très bien, ouais. Et donc, pour préparer cette émission, moi j'ai replongé un peu dans ces vieilles archives de vieux lecteurs et j'ai repris contact avec des gens qui m'ont fait plein de réponses. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que ils sont là ce soir. Qu'est-ce que vous gardez c'est sacrée soirée. Et ils m'ont dit, je leur ai demandé, Joystick, qu'est-ce que ça vous a apporté à l'époque? Et je voulais avoir un peu ton ressenti là-dessus. Dans les réponses qu'on m'a fournies, parmi les papiers, donc on est plus de 30 ans quasiment, qu'on est quasiment 30 ans après leur publication, mais il y a toujours des gens qui se souviennent de ton test de créature. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je m'en souviens aussi, ouais. Créature, c'était un jeu vidéo de fin 90, une espèce de Tamagotchi un peu, où il fallait élever une bestiole. Et Laurent avait écrit un test qui était ultra drôle. Et en même temps, je l'ai relu il y a quelques jours, qui était un vrai test. Donc c'était une tripotée de blagues, et ça racontait la vie des personnages que tu avais nommés et tout. Mais surtout, c'était la vérité en fait. Et en même temps, c'était la vérité. Bah ouais. C'est ça qui est fou. J'ai joué au jeu après, donc effectivement, c'était pas... Mais ça a marqué des gens et moi je me demandais qu'est-ce que toi en tant que rédacteur de tes années là-bas, quel genre de papier tu retiens toi? Est-ce que je retiens des papiers? Vrai, oui, si. En fait, il y avait le courrier des lecteurs aussi. Ouais, il y avait aussi le courrier des lecteurs. Le truc c'est que c'était un panier de crabes Joystick. Il y avait vraiment des très fortes personnalités. Et pendant longtemps, le principe, c'est qu'il y avait un bureau avec une sorte de bassine dans laquelle le rédacteur en chef mettait les jeux à tester. Et c'était un peu comme on donne la pâtée aux chiens. Donc il y avait les mâles alpha qui se servaient en premier en faisant des grognements. Et ils prenaient les gros jeux, les jeux qui allaient faire le plus de pages possible et du coup qui allaient leur rapporter le plus d'argent. Et je détestais absolument ce principe, ce qui fait que moi j'attendais que tous les chiens mangent, et puis moi en toutou dominé, je venais prendre ce qui restait au fond de la bannette, et ce qui restait c'était les jeux de merde. Et donc mes souvenirs c'est surtout et c'était très marrant à faire, sauf qu'évidemment ça rapporte beaucoup moins d'argent, puisqu'un jeu de merde ça va être un entrefilet, un tout petit article, au mieux un quart de page, mais il fallait quand même le tester. Mais des jeux Barbie. Un des tout premiers tests que j'avais fait, celui-là je m'en souviens très bien, c'est Mackenzie & Co. Je crois que c'était un jeu de maquillage, drague, où on incarnait une adolescente. Je m'étais senti très à l'aise dans la peau d'une adolescente. Très 2023 quoi. Ouais, exactement, voilà, gender fluid. Et oui, mes souvenirs de Joystick, c'était que j'allais au travail pour rigoler, et quand je devais travailler, je rentrais à la maison parce que c'était trop le bordel.
Mais c'était extraordinaire. Mais oui, c'était. C'était un espèce d'âge d'or, en fait, où il y avait de la thune et où vous aviez quand même une liberté assez folle, quoi. Ouais, c'était délirant. On avait vraiment. Moi, j'avais des potes qui étaient ingénieurs et je gagnais autant qu'eux, mais je travaillais 10 jours par mois. Sauf que c'est 10 jours nuit et jour, en gros. Il y avait pas mal de nuits blanches, dormir sur la moquette, se nourrir de pizza froide, récupérer dans la poubelle. Enfin, c'était cracra. Mais c'était à la fois... Bon, je savais que je vivais un moment extraordinaire et en même temps, j'aurais pas aimé être une nana à cette époque. C'était vraiment dur. Hein. Il y avait Vanda, Kika... vraiment, c'était un milieu d'une misogynie, mais délirante. Et puis pareil, encore une fois, des très fortes personnalités. Dès qu'il y avait un type qui se venait prendre en grippe par les autres, il passait un sale quart d'heure. Donc moi je passais entre les gouttes parce que voilà, j'étais le gentil, mais c'était pas non plus un paradis. Et dans les souvenirs que les gens m'ont évoqués ce week-end dans nos conversations, il y avait aussi le fameux CD, puisque pareil, il faut expliquer aux gens, mais il n'y avait pas vraiment Internet à l'époque où c'était balbutiant. Donc le magazine était fourni avec un disque qui contenait des démos de jeux vidéo qu'on n'avait pas à télécharger, qui contenait toute une tripotée de logiciels hyper intéressants, et vous tourniez des vidéos débiles. Le principe c'était que il voulait absolument que le CD soit rempli à ras la gueule et effectivement c'était un argument de vente de dire il n'y a pas un mégaoctet de vide et donc on me disait quand c'était mon frère qui remplissait le CD d'ailleurs, Ghana. Michael et il me disait voilà il y a 150 mégas de vide, donc j'avais 150 mégas pour faire une vidéo. Et la première vidéo, c'était Sébastien Hamon qui faisait les vidéos, et parce qu'il m'avait viré. Il voulait faire les vidéos tout seul pour gagner plus d'argent. C'était vraiment ce genre d'ambiance quand même. Et un jour, il a eu la flemme de faire la vidéo. Du coup, le rédacteur en chef est venu vers moi. C'était Cyril Baron, Moulinex à l'époque. Et il me dit oui, Seb nous a planté, on n'a pas de vidéo, est-ce que tu peux faire la vidéo? Je dis ouais, bien sûr. Il me dit voilà, t'as 3 heures. Par contre, on n'a pas de caméra, on a juste un appareil photo. Et les appareils photo, ils faisaient pas des vidéos à l'époque, c'était juste des photos. Et donc j'ai fait une vidéo. Des vidéos à partir de photos. Exactement, en diaporama. Exactement. Et la première, c'était Origami mon ami. C'était on peut la trouver sur YouTube. Je mettrai un lien. Il y a même une chaîne YouTube qui a upscalé vos vidéos. Elles sont disponibles en HD maintenant. Bonne chance, parce que Origami mon ami, je pense que la définition c'est du 320 par 200. Oui, il y a 2-3 trucs, c'est compliqué. Mais il y a quelques trucs, on mettra des liens qui sont vraiment hilarants. Le diorama, pareil, façon permis de conduire sur le permis de gifler. Oui, tout à fait. S'amuser seul, j'ai revu ça. S'amuser seul, j'étais en dépression nerveuse au dernier degré. Et pareil, Cyril vient me voir et me fait la vidéo. Et moi, j'avais complètement oublié la vidéo. Et vraiment, j'en étais à vraiment envisager des choses très très définitives. Et puis j'ai pris la caméra, je suis parti au cimetière. Et c'est vrai que c'est une vidéo, quand je la regarde, elle est vraiment marrante. Elle est vraiment hilarante en fait, cette vidéo. Marrante, super drôle. Et c'est sur la dépression, c'est le sujet. Mais ouais, c'est intéressant de voir. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont marqués par des petites choses comme ça, et ça a vraiment touché plein de monde. Et la dernière partie de ça, c'est la communauté et le fameux salon de discussion IRC Joystick. Ouais, bien sûr. Toujours pareil pour les jeunes, il faut que tu dises IRC, personne ne connaît. Hein. C'est l'ancêtre de Discord en fait. Donc c'était un salon de discussion où les lecteurs du magazine se retrouvaient souvent en fin de journée, parce que l'Internet était limité dans le temps, donc du coup, on se connectait plutôt le soir après le taf, et on allait discuter entre nous de jeux vidéo. Ah, mais c'était fantastique. Et de temps en temps, il y avait des membres de la rédaction qui nous faisaient l'honneur de passer nous voir. On y était tout le temps. Je plaisante. On y était tout le temps. Et il y avait une ambiance, et vraiment, ça a été une émulation pour beaucoup de gens. Et pour nous. Et voilà, justement, qu'est-ce que toi tu gardes de l'aspect communautaire de Joystick? C'était les tout débuts d'Internet, et avoir instantanément les retours sur le magazine qui est sorti, et savoir ce qui a plu aux gens, les trucs où ils sont pas d'accord, pouvoir. C'était complètement révolutionnaire, ça. Complètement. Jusqu'avant l'IRC, nos lecteurs, c'était des statistiques qu'Hachette nous donnait une fois par an. Donc, oui, voilà, miracle d'Internet. Et il y a même une référence à cette époque-là dans Mars Express.
Il y en a plein. Il y en a. Tu penses à laquelle? Je pense à Exos. Ah, exact. Exos, c'est resté un copain. C'était un lecteur de joystick. Un membre de la communauté. Un membre de la communauté. Qui est resté un pote à toi. Mais que j'ai rencontré des années plus tard. Et c'est resté un très bon copain. On est partis en vacances ensemble et tout. Avec son mec. Et dans Mars Express, c'est c'est l'OS en fait, c'est exactement. Ça, hein. C'est parce qu'en fait, ça a été notre conseiller sur Mars Express, Ludo. Donc, il est ingénieur réseau, il est très calé en sécurité. Et comme Mars Express parle pas mal de cybersécurité, on lui a demandé conseil, il a lu le scénario, et il nous a donné ses idées, donc on a beaucoup utilisé. Et du coup, pour le remercier, il y a un OS qui s'appelle le XOS, et à un moment on voit un manuel de ce langage dans le film, et c'est bien un hommage à Ludo. Et l'aventure joystick, elle s'est arrêtée en 2002, je crois. J'ai pas la date. Non, plus que 2003. Ça. Hein. Non, je pense que j'y suis resté 10 ans, donc je dirais 2005. Ouais. Parce que je me souviens de la couve Faut-il brûler Windows 95, qui était le premier numéro où j'ai bossé. Ouais. Et du coup, comme j'y suis resté 10 ans, je pense 2005. Ouais. J'ai lu ce magazine-là au lycée. C'était comme quoi. Mais moi aussi, je le lisais au lycée. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais du coup, oui, si, j'ai retrouvé. Donc, le Joystick est racheté, le magazine appartient à Hachette, oui. Il est racheté, comme ça par le groupe Futur. Par le groupe Futur, comme ça arrive dans ces cas-là, tout le monde se barre, ouais. Monte autre chose. Toi, quand ils ont monté, les anciens de Joy ont monté Canard PC. Ouais, j'y étais. Et voilà, justement, c'était ma question. Qu'est-ce que... donc, tu les as suivis un tout petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bifurquer vers le scénario pur? C'est un coup de fil de mon pote Marc Jibaja qui m'a dit on a vendu La Minute Blonde. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et donc, hop, boulot. Bah ouais. Et c'était complètement incroyable. Et puis extrêmement angoissant de se dire on a vendu une émission quotidienne sur Canal+. On était personne, quoi. Et du jour au lendemain, on était tous les soirs sur Canal. Il y a eu des gros moments de doute. Hein. Moi, très vite, j'ai donné ma télé à un copain. Parce que j'avais l'impression qu'elle me regardait. Qu'elle m'accusait. Que les gens te jugeaient, ouais. Ouais, c'était très dur. 2 années, vraiment... tu te lèves le matin, tu dois écrire des blagues sur le ministre de l'Agriculture, ou un chanteur sur lequel tu n'as absolument rien à dire. C'était atroce. Et au début, on était hyper contents. On se disait avec Marc, super, on est riche. On va trouver des gagman et qui vont écrire nos blagues, les blagues de l'émission. Et nous, on va toucher les royalties. On pensait que ça marchait comme ça. Donc on a fait un énorme casting pour trouver des gens drôles en France. Donc on n'en a pas trouvé. On s'est souvenu que justement après le lycée, quand justement avec les copains de l'ESRA, il y avait un copain qui était drôle, Patrick. Et on s'est dit qu'est-ce qui devient? Du coup, on l'a appelé. Il travaillait dans une agence de location de voitures. Il m'a dit tu veux pas écrire des blagues pour Canal+? Donc il a démissionné. Il nous a rejoints. Et en fait, oui, il y a quand même une nana qu'on a trouvée très marrante qui s'appelle Florence Thieffry, qui a écrit avec nous aussi. Et on a galéré pendant 2 ans comme des fous. Et après, j'ai parcouru un peu ton CV. Tu as écrit plein de choses un peu très différentes. Une adaptation d'Arland Coben, Nina Patalo de Lisa Mandel, qui est une très bonne copine aujourd'hui. Même des épisodes de Scène de ménage. Ma question, c'est comment est-ce que tu choisissais tout ça et dans quelle mesure c'était des choses parce qu'il fallait manger aussi? Oui, dans quelle mesure? Dans une grande mesure. Dans une grande mesure. Alors, si tu veux vraiment chercher au fin fond de la poubelle de mes CV, j'ai écrit un épisode pour RIS. RIS, alors peu de gens connaissent, mais en fait TF1 voulait Police absolument... scientifique. Police scientifique, exactement. C'est l'équivalent de CSI, des experts. Voilà, exactement. Et en fait, l'histoire est assez lamentable, comme la série d'ailleurs. C'est que TF1 voulait faire un CSI Paris. Et
ils ont contacté les prods américaines qui, quand ils ont vu les tarifs ou leurs conditions, ils se sont dit ouïe aïe aïe. Donc ils ont vu qu'il y avait une copie italienne qui s'appelait RIS. Et du coup, ils ont acheté les droits de la copie italienne pour 2 balles. Et ils se sont dit, comme ça, si on se prend un procès, on dit, nous on a le droit, on a acheté aux Italiens. Et c'est comme ça que la série RIS a existé. Donc c'est une copie nullissime de CSI. Et ouais, si on doit chercher les trucs pas glorieux, ouais, je pense que là, et si on doit aller chercher dans les premiers trucs glorieux, qu'est-ce que tu retiendrais? Nina Patalo? Non, le premier truc glorieux, c'est Innominé Satanis avec Croc et quelques copains. On a écrit un jeu de rôle et on était vraiment gamins. Moi, je commençais à sécher les cours déjà. À ce moment-là, je séchais la prépa HEC avant de sécher 3 années d'économie puis 2 années de philo. Et mon premier travail, c'était dans la publicité chez BDDP. Et pour trouver du boulot, on m'a demandé mais qu'est-ce que vous avez fait? Et j'ai montré ce jeu. Et voilà, c'était un jeu de rôle qui avait très bien marché, qui s'est traduit dans plein de langues. La boîte Asmodée, qui est une très très grosse boîte aujourd'hui, s'est fondée sur ce jeu. Ah oui, carrément. Ouais. Donc ouais, c'est le premier truc dont je suis fier, carrément. Ouais. Comment tu as rencontré Jérémy Perrin? Ah, mais tu me poses la question parce que tu sais. Je pense savoir. Mais vous êtes tous les deux crédités sur la série de Lisa Mandel, donc je me suis dit que c'était peut-être lié. Ah, parce qu'il a... Non. Ah, tu connais pas l'histoire. Ah, je connais pas l'histoire. Non. Jérémy a réalisé un épisode et il a écrit avec moi aussi des épisodes de Nini Patalo. Non, alors Jérémy, en fait, il y a quelqu'un qui a eu la très bonne idée de se suicider et c'est Seb de Joystick. Et on s'est rencontrés à la fête de crémation de Seb. La vache. Ah, donc tu connaissais pas l'histoire? Non, je connaissais pas du tout l'histoire. Et donc voilà, on n'avait qu'une envie, c'était de rigoler, on se connaissait pas du tout. Et on a raconté que des saloperies sur Seb. Il faut dire que c'était une sacrée ordure. Et je l'ai beaucoup aimé, c'était mon meilleur copain. Et comme il a fait avec tous ses meilleurs amis, il les a plantés un par un, en finissant par se planter lui-même. Et donc on a dit que des horreurs sur Seb. Et on a rigolé, jusqu'à ce que la veuve repère qu'on rigole. Elle est venue vers nous et elle a fait « Ah, de quoi vous parlez ?» Parce qu'elle avait qu'une envie, c'était de rigoler elle aussi. Et Seb, du tac au tac, il a dit « Ah bah vas-y, raconte-lui Laurent ». Et donc il a réussi à m'embarrasser, ce qui est hyper difficile, et je me suis dit que ce type méritait que je le revoie un jour. Et vous avez fait plein de trucs ensemble, parce que tout le monde cite Mars Express et la semaine, mais vous avez adapté Chrono Kids de Zep, il y a eu Crisis Young. Ouais. Mais avant, on a fait... on a écrit des épisodes d'une série qui a jamais été diffusée, mais qui se trouve sur YouTube, qui s'appelle CO2. Et si les gens veulent taper CO2 Escalator, il y aura un épisode réalisé par Jérémy, que je trouve hyper marrant, qui est un hommage à John Carpenter. Et je crois que c'est le premier truc qu'on a fait ensemble. Et ensuite, le premier truc où vraiment on a eu du succès, c'est le deuxième truc qu'on a fait ensemble. C'est un clip pour Flair qui s'appelle Trucker's Delight, qui est un clip en pixel art. Ok. Et comment vous bossez tous les deux? Vous mettez ensemble dans une salle, vous buvez des coups, vous faites ça à distance. Ça ressemble à votre podcast. C'est notre podcast, mais avec du papier, enfin des ordinateurs. Et du café. Ouais, café, ouais. Comme des copains, comme vous, là, on discute. Et comment est né Mars Express? Mars Express, ça faisait hyper longtemps. Lui et moi, on est complètement dingues de science-fiction. Et surtout, Jérémy, il avait envie de faire un long métrage depuis le début. Quand je l'avais rencontré, il me parlait déjà de long métrage. Alors que moi, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Moi, j'étais plus série. Et du coup, quand les auteurs de Last Man, la bande dessinée, c'est-à-dire Bastien Vives, Michael Sanlaville et Balak, nous ont contactés pour adapter Last Man, Jérémy, il était pas chaud du tout. Parce qu'il voulait faire son truc à lui, et en plus c'était une série et ça le saoule les séries, et je lui ai dit mais avec ce truc là, si
si ça a le succès que j'imagine que ça peut avoir, on aura le droit de faire notre film. Et bien sûr, j'ai eu raison comme presque toujours dans ma vie. Non, en fait. Mais j'ai eu raison ce coup-là. Mais l'idée, c'était comment est-ce que vous avez envisagé le scénario? Quel était le point de départ? Comment ça a germé d'imaginer ce monde robotique sur Mars? Comment tout ça a été créé? Au tout début, on avait envie d'écrire une histoire de détective privé sur Mars. Et on était parti sur un truc beaucoup plus marrant. Ça s'appelait 5 aventures de Arizona Goldstein. Et c'était un détective privé, donc sur Mars, mais qui était complètement... qui ressemblait plus à nous, en fait. Genre, il vivait chez sa mère, il était un peu nul. Et on pensait aussi pas mal à un film qu'on aime bien qui s'appelle Zero Effect, ou La méthode zéro en français. Donc une sorte de détective qui est à la fois brillant et pas très bien adapté à la société. Et c'était de la science-fiction. Et après, quand on a commencé à écrire le film, on s'est renseigné, on allait voir Sylvain Boulet, qui est planétologue, parce qu'on voulait quand même pas être trop à côté de la plaque pour le côté scientifique de la science-fiction. Et en discutant avec lui, on s'est rendu compte que s'il y avait une société sur Mars, ce serait un élément hyper important, la cybernétique. Parce que les humains ne pourraient pas construire leur base. Ils seraient obligés de faire fonctionner des robots dans les conditions... Pas d'atmosphère, donc... Exactement, des radiations. Des robots au début pour voilà. terraformer, disons, Exactement. La planète. Donc, on s'est dit, en fait, si ça se passe sur Mars, les robots seront importants. Et donc, on s'est dirigé vers une histoire sur, justement, les IA, la cybernétique. Et en réfléchissant à l'histoire qui se dessinait, il y a le personnage de Carlos qui est apparu. Et donc, je peux spoiler On espère que les gens qui nous écoutent l'ont vu, parce que comme nous on trouve ça très bien. Donc... Sinon, passez directement à la 45e minute. Voilà. Bon, attention. Vas-y, spoil. Ouais, je spoil. Donc, le personnage de Carlos, c'est un type qui est mort et qui, avant de mourir, avait souscrit à une assurance où il s'est sauvegardé. Et après, on a uploadé la sauvegarde de ses mémoires dans un corps d'androïde, de robot. Et à partir du moment où on a eu l'idée de ce personnage, l'histoire s'est vraiment écrite très 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 rapidement. Voilà. Moi, je crois qu'il y a, du coup, si je comprends bien, il y a eu un grand moment entre le moment où vous avez fait, l'idée a germé, j'arrive pas à parler, où l'idée a germé jusqu'à la production du film et la sortie. Un film de SF en France, surtout avec de l'animation un peu adulte, est-ce que vous avez été face à des freins? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, notamment pour financer le film ou ce genre de choses? Parce que c'est quand même pas banal. Hein. En effet. On a eu la chance d'avoir un producteur inconscient. Mais du coup, il nous a suivis à fond sur toute l'écriture, donc la partie qui me concerne. Financer le film, ça n'a pas été facile, mais moins compliqué que ce qu'on pourrait imaginer grâce à J'ai perdu mon corps, qui en fait, les diffuseurs, les intervenants se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté d'un truc. Et J'ai perdu mon corps, ça a été un cauchemar à monter, et ça a été un bon succès en salle, et du coup... on est arrivé juste après et les gens qui ont des sous se sont dit ok, on veut pas rater le deuxième wagon et donc ils ont mis des sous, ils nous ont donné de l'argent. On a eu du bol. Mais vous, à aucun moment vous vous êtes dit non mais n'importe quoi, on va jamais y arriver, c'est impossible quoi. Un film d'animation pour adultes de SF, ça n'existe pas en France, ça va pas marcher. En fait, on s'était dit ça sur Last Man. Et sur Last Man, on était sûr que ça n'existerait pas. Et c'était le même producteur. Et quand il nous a proposé de le faire, nous, on le trouvait très sympa. Mais pour nous, c'était un zozo qui nous donnait de l'argent pour rigoler, quoi. Et on n'imaginait pas du tout que ça existerait un jour. Et là encore, on a eu un bol de malade parce que ça n'aurait pas dû exister. Sauf que chez France Télévisions, il y a 2 autres zozos qui s'appellent Pierre Siracusa et Joseph Jacquet, qui est méga coup de bol, ouvraient une fenêtre animation adulte en même temps que nous, on proposait notre dossier. Donc voilà, coup de bol, quoi. Et surtout, c'est un projet qui est fortement... Enfin, moi, j'ai énormément apprécié le film. Il y a énormément d'influence, justement, de la science-fiction. On sent que vous êtes des passionnés, que ce soit Ghost in the Shell, Total Recall, etc. Mais du coup, amener ce genre de référence auprès d'un écosystème qui est plutôt habitué à faire du Astérix, etc.,
C'était dans les discussions, c'était facile ou Alors, j'ai assez peu participé toi, par exemple, ça. t'as pas hésité à aller à fond là-dedans Moi, j'étais payé pour le faire, donc t'imagines. c'est En bien, plus, ça. moi, c'était les 9 mois les plus agréables de toute ma vie. C'était encore plus agréable que de bosser à joystick et c'était très agréable de bosser à joystick. Non, j'étais payé pour écrire une histoire de science-fiction. C'était le rêve absolu. J'avais assez peu de doutes que ça existerait, que ce serait faisable. Parce que Last Man avait prouvé qu'il y avait une audience. Ça a été moins compliqué à faire que Last Man. Last Man, ça a failli ne pas exister. En fait, tiens, je dévoile un secret. Il y a un moment, Netflix devait acheter la série. Et puis finalement, le deal a été pété, il me semble, par France Télévisions. Mais bon, c'est des histoires qui me dépassent. Et ils étaient censés nous donner beaucoup d'argent, je crois, genre 500 000 €. Et du coup, on a dépensé les 500 000 €, mais ils ne nous l'ont pas donné. Donc on s'est retrouvé avec un trou de 500 000 €. Et je ne sais pas si c'est les chiffres exacts, mais c'est l'ordre d'idée. Et c'est pour ça qu'on a fait un Kickstarter. Et le Kickstarter a fait pas mal de publicité à Last Man, en fait. Donc on s'est rendu compte que en fait, c'est pas seulement un outil pour récolter de l'argent, c'est aussi un outil pour fédérer une communauté et même très en amont d'une production, ce qui est vachement intéressant. Mais il manquait de l'argent. Et il y a un copain qui était un copain de l'époque du jeu de rôle, qui est le patron de Asmodée. Et je lui ai envoyé un SMS et je lui ai dit tu veux pas rentrer dans notre prod dans la seconde, il m'a demandé combien. Et enfin, au début, il voulait nous donner l'argent parce que je crois qu'il est très 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 riche. Et donc je lui ai dit non, il faut que tu contactes notre producteur et tu vas rentrer, tu vas avoir des points de production. Et c'est devenu, il nous a donné beaucoup d'argent. Et je crois qu'il est bien rentré dans ses sous. Puis c'est un pari plutôt réussi parce que le film a fini en sélection à Cannes, ce qui est quand même pas banal pour un film d'animation. Là, je parlais de Last Man. Ah pardon, enfin non, mais je voulais dire du coup, entre Last Man et Mars Express, tout le film a été sélectionné à Cannes, le film a été montré à Annecy, alors c'est quand même pas banal, sachant que la place de l'animation à Cannes est quand même... justement, le dernier film, c'était J'ai perdu mon corps, le dernier succès, entre guillemets. Alors, quand on présente de l'animation à Cannes, on est vraiment... On est pestiféré. On n'existe pas. Alors, je crois qu'ils se sont sentis obligés de nous présenter parce que il y avait beaucoup de bruit autour des intelligences artificielles. On est au cœur de notre sujet. Ils ont voulu être dans la trend ou je sais pas quoi. Mais je pense pas qu'ils l'ont fait de gaieté de cœur. Hein. D'ailleurs, le film, c'était quand ils nous ont annoncé en tout dernier. Donc déjà. Va louer une villa à Cannes pour venir au tout dernier moment, donc tout était pris. Et surtout, il y a marqué en présence du réalisateur. Donc mon producteur, il appelle les organisateurs, il fait oui, alors vous faites quoi pour le transport et pour l'accueil du réalisateur? Et il s'est fait rironner en fait, il s'occupe de rien du tout. Tu as l'honneur d'être appelé, quoi. Tu te débrouilles. Du coup, est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement ou plutôt un changement de regard, de réception du film à sa sortie ou au contraire avec le Festival de Cannes? Avec Cannes, même Annecy. Annecy, c'est... Bon, Annecy, c'était obligatoire qu'on y soit. Je pense mais aussi. oui, Cannes, particulièrement à l'international. Okay. Ouais, c'est... Et pourtant, c'est vraiment quel tralala, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais oui, rien que la palme sur l'affiche, puis de ça... Dès qu'on a communiqué sur le fait qu'on était sélectionné en sélection officielle, y a plein de festivals internationaux qui nous ont sélectionnés. Oui, tout de suite, tu as un écho international, que je trouve totalement injustifié. Hein. Mais bon. Ouais, après, je trouve quand même que la qualité du film justifie sa présence à Cannes. C'est quand même un bel écrin. On aurait très facilement pu ne pas y être. Oui, bien sûr, mais les dernières sélections, enfin en tout cas, ce que fait Thierry Frémaux depuis quelques années... Le line-up est vachement monté et Mars Express n'avait pas du tout honte d'être dans la sélection. Je suis d'accord, mais on aurait dû gagner la Palme d'Or. Bien sûr. Vous étiez hors compétition. On était hors compétition. Mais vous auriez quand même dû gagner. Voilà. Bah ouais, carrément. On était au cinéma de la plage. Alors ça c'est sympa parce que du coup c'est une salle ouverte, les gens peuvent rentrer. Mais bon, le principe du cinéma de la plage, c'est que s'il pleut, tu rentres chez toi. Il n'y a pas de plage. Bah ouais. Donc, et il y a eu un truc, genre l'année dernière, un Américain qui était venu avec toute son équipe, il a plu, au revoir monsieur. Enfin bon,
c'est pas très confort non plus, quoi. C'est quand même un beau parcours pour le film. Et justement, le parcours du film, j'ai regardé, là, on est à peu près à 150 000 entrées, un tout petit peu en dessous. Ah, ça y est, il y a eu les chiffres? Non, on était à 130 000 en 3 semaines. Ouais, c'est ça, 135 000, un truc ouais, comme ça, c'est mercredi dernier. Donc, c'est ça. Normalement, on doit être dans les un peu plus de 150, normalement. Il y a une presse qui est plutôt cool. Moi, j'ai un bon écho de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Les gens sont plutôt motivés, etc. Comment vous... est-ce que vous attendiez à ça, et est-ce que vous êtes content du résultat? Ouais, carrément content. Moi, j'avais parié avec quelqu'un qui me disait vous ferez moins de 100, et j'ai dit on ferait plutôt vers 200, et bon, j'ai gagné une pinte. C'est important, une pinte. Exactement, moi j'aime bien gagner mes paris. Avec le succès critique, le succès relatif de salles, c'est-à-dire que pour le nombre de salles et pour de l'animation, pour le schéma de distribution, voilà, exactement. la niche, le côté niche et tout, c'est bien. Ouais, exactement. On a le droit de faire notre film, en gros. Et toute la question, c'est avec combien d'argent. Mais la vraie réponse, on l'aura avec le succès ou l'insuccès à l'international. Là, on sait qu'on pourra faire un autre film, et l'ambition du film sera déterminée par notre succès ou notre insuccès aux États-Unis et en Asie. Et tu sais le film est sorti déjà à l'Inter ou pas encore? Non, ce sera début de l'année prochaine. Donc bientôt. Ok, parce que j'ai vu passer une bande-annonce aux États-Unis déjà, mais ah, ça y est? Oui, mais sous-titré. Pas doublé. Mais oui, j'ai vu 2-3 sites qui ont repris en disant que ça allait sortir et tout. C'est J-Kids. Miyazaki, donc. C'est la même boîte qui sort Miyazaki, c'est J-Kids, c'est une énorme boîte. Et le truc vraiment qui me rend très impatient, c'est que j'ai jeté un coup d'œil au catalogue de doubleurs de J-Kids, et c'est que des stars. Oui, je me demandais justement qui allait faire les voix anglaises. Et là, vous avez un droit de regard là-dessus ou pas? Consultant. Ouais. Mais on n'a pas... Enfin, c'est eux qui choisissent, mais ils sont d'accord pour nous demander notre avis. Ok. Ah oui, c'est un peu Denzel Washington. Tom Cruise, non, pas du tout, on le veut pas. Moi, j'adore Tom Cruise. Justement, ça me fait penser, parce que quand on a fait l'interview à Annecy, j'avais rencontré aussi Léa Drucker et Daniel Lobé. Ouais. Et ils étaient très sympas, ils m'ont parlé vachement de la création de voix, ils sont venus très en amont et tout. Est-ce que toi, tu t'es impliqué dans... Est-ce que tu as écrit le film et tu as fait « Ok, c'est bon » ou est-ce que tu t'es impliqué dans la prod, le doublage? Est-ce que tu as passé une tête de temps en temps? Alors, comment ça marche? Presque toutes les séances de doublage, j'étais là. C'est important, hein. D'autant plus que c'est pas exactement du doublage, c'est ce qu'on appelle la création de voix. Exactement. Donc ils avaient très peu d'images ou pas du tout d'images. Les acteurs, on leur décrivait la scène et on leur donnait, comme ils jouent pas tout le film de A à Z, ils sont pas dans toutes les scènes, donc on comblait les trous, on leur expliquait la situation, et en plus on était en plein Covid, du coup on leur donnait la réplique parce qu'on pouvait pas avoir plusieurs acteurs dans la même pièce, tous avec le masque et tout ça, c'était vraiment pas des super conditions. Heureusement que Jérémy, on était là, Jérémy et moi. Sinon, comme j'ai coécrit avec Jérémy, le réalisateur, pendant la prod, de temps en temps, il me posait des questions, je lui donnais mes réponses, mais en gros, il était beaucoup plus qualifié que moi, tellement il avait le nez dans le scénario. Moi, au fur et à mesure que les années passaient, parce que c'est quand même 4 ans et demi de fabrication, le film. Donc au fur et à mesure que le temps passait, moi, j'étais de plus en plus éloigné du script. Mais oui, toutes les séances d'enregistrement, j'étais là, et c'est à la fois hyper excitant parce que tu vois ton film exister. Cela dit, les séances d'enregistrement, comme on les a faites avant la fabrication, c'était assez tôt après l'écriture. Ouais. Mais on a fait des pick-up très très tard. Après des scènes où ils se sont rendus compte à l'animation qu'il y avait des trucs qui marchaient pas, et les gens que genre 3 ans ou 3 ans et demi après, ils reprennent le rôle, et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Est-ce que pour un premier long métrage comme ça, il y a des parties de l'histoire que vous n'avez pas portées à l'écran? Il y a des choses que vous avez coupées au scénario? Ouais, très peu. Très peu, mais oui, il y a des tout petits bouts. Il y a un moment que j'aimais beaucoup,
Je regrette qu'il n'y soit plus, mais en fait, tout ce qui a été coupé à chaque fois, c'était parce que la minute d'animation, c'est super cher, il fallait rentrer dans le budget, il fallait couper des scènes. Donc les scènes qui n'étaient pas absolument nécessaires à l'histoire pouvaient être coupées. Et en fait, pour ceux qui ont vu le film, Carlos, à un moment, il s'est cassé un bras, et du coup, il va changer son bras, il rentre dans une boutique où il rencontre une autre nana qui a été sauvegardée, qui perçoit que il n'est pas très heureux de sa condition de mort-vivant, et elle lui donne une carte en lui disant oui, on te sauvegardé, on se voit un peu les alcooliques anonymes, quoi. Et voilà, et c'est la fin de la scène dans le film. Et dans le scénario, il prenait la carte, il partait dans la rue, et il froissait la carte, il l'a jetée, et il continuait à marcher. D'un coup, il était comme paralysé. Et c'est parce qu'en fait, il avait fait quelque chose d'illégal. Et donc, il revenait sur ses pas, il ramassait son papier, il allait à une poubelle et il jetait le papier. Et je trouvais ça vraiment pathétique. J'aimais bien. Et en plus, je trouve que le film, à cause de cette histoire de 1 minute, c'est cher, aurait mérité 5 minutes de petits moments comme ça, de temps un peu mort. Et voilà, cette scène m'a manqué. Il y en a une autre qui a été sucrée, qui à mon avis, c'est une bonne chose qu'elle ait été sucrée. C'était Aline qui était dans un bar, qui se remet à boire. Et là, il y a une publicité qui se déclenche sur le zinc du bar, hyper intrusive, où en fait c'est une publicité pour soi-disant pour qu'elle arrête l'alcool, mais en fait ils essayent de le fourguer une assurance pour faire comme Carlos, se sauvegarder. Et la publicité était très marrante, mais en même temps c'était un peu trop explicatif. Parce que vous en parlez déjà pas mal. Donc. Ouais, exactement, c'était un peu explicatif, et du coup c'est plutôt bien qu'elle ait sauté celle-là. On a coupé énormément d'explications. Et ça donne un film super rythmé. Nous, on l'a vu il y a longtemps. Mais toi, tu l'as vu à Annecy, Mathieu? Je me rappelle pas. Pas du tout. Moi, j'ai payé mon ticket. J'ai été en salle. Toi, je sais, Amandine, que tu l'as vu ce week-end. Hier. Vu que c'est frais dans vos têtes, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que... Bah moi c'est mon... Mais toi, moi... tu nous as dit, quand on a préparé l'émission avec Jean-Victor qui est pas là, tu nous as dit je veux défendre Mars Express. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est dans mon top de... T'imagines si t'avais pas aimé? Comme dirait Marc, c'est un des... Non, comme dirait Alexandre, c'est un des meilleurs films de l'année. Non, mais moi c'est mon kiff aussi. Hein. C'est de la science-fiction. Ça se passe sur Mars, etc. Moi j'ai passé un super moment. C'était vraiment... Je suis ressorti de la salle en me disant on fait ça en France en fait. Ouais, on fait ça en France. On peut quand même on peut se dire qu'il y a un historique de cinéma derrière avec beaucoup de références, beaucoup d'envie, etc. Mais en fait, ça a été produit en France. Tu vois la liste des financeurs, des régions derrière, la liste des techniciens et tout. Tu dis ouais, en fait, on peut aussi proposer ça comme cinéma, et c'est hyper réjouissant quoi. Parce que du coup, t'as quand même. J'ai l'impression que vous n'êtes pas retenu dans le scénario, qu'il y a quand même des séquences assez épiques. Il y a un volume, il y a une échelle d'action qui est quand même assez fascinante. Et ouais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'aimerais bien voir, merci. Si ce n'est une suite, au moins un deuxième long métrage de la même équipe, et ce serait super quoi. Bah, je te confirme en tout cas qu'il y a eu absolument zéro censure. Et en fait, c'est marrant parce que... Pas de censure, mais il faut qu'on fasse attention en termes de... carte blanche totale. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'avec Jérémy, on a... Pour ceux qui connaissent un peu nos travaux, on écrit généralement des horreurs. Et quand on a fini le premier jet du scénario, on s'est regardé, on fait mais il n'y a pas de trucs dégueulasses, il n'y a pas de violence horrible. C'est là où moi, tu vois, Last Man, j'ai vu quelques épisodes, mais je vais être honnête. Vas-y, surtout pitié, sois honnête. Dans Last Man, je me dis c'est une super qualité en termes de prod, mais c'était pas trop mon truc, alors que Mars Express, j'ai l'impression qu'effectivement il y a un truc très posé, il y a un vrai sens c'est sérieux, il faut faire un long métrage d'1h45 et c'est tenu de bout en bout, et moi j'ai vraiment 1h23, ça t'a semblé plus long que ça, ce que c'était. Non, puis t'as des... Pardon, non, mais moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et d'ailleurs ça faisait plaisir parce que la salle était quand même blindée, alors qu'on était un dimanche à 16h. C'était à la bibliothèque.
excellent. Ouais, franchement, Excellent. ça m'a Mais fait plaisir, visiblement, je dans les trouvais. grandes salles parisiennes et dans les grandes villes, on reste. Mais il y a un sacré bouche à oreille, j'ai Ouais, l'impression. exactement, Et en ouais. tout cas, ça m'a surpris de rentrer dans la salle alors que c'était blindé un Ah, dimanche c'est après-midi, génial. quoi. Et ça fait, je crois que ça fait 3 semaines maintenant qu'il y a Ouais, c'est la- troisième semaine. On entre quatrième dans la semaine. quatrième. Ouais. Ouais, donc non, mais je vais pas paraphraser parce que je trouve que je rejoins énormément ton avis. Et, moi, j'aime bien justement l'équilibre que vous apportez entre justement cette espèce de second degré que vous aviez déjà dans la semaine et en même temps parfois une violence très premier degré. Moi, je trouve que c'était la première scène qui m'a beaucoup surpris. Avec ces espèces de petits chats trop mignons et bah non. Mais je trouvais que c'était vraiment très réussi. Moi, j'aime bien vraiment toute cette l'ambiance très film noir. C'est aussi très référencé, mais sans non plus être dans la citation gratos. Non, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà. Moi, Et puis un film de je rejoins. personnages où Ouais. Enfin, moi, je suis rentré dans le film immédiatement par les personnages. Et ils sont tout de suite caractérisés. Et après, tu as grand plaisir à les voir évoluer sur l'1h23. Du coup. Mais non, mais du coup, ouais, grand plaisir. Et puis il y a un truc aussi, pardon, je te laisse la parole, mais il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la scène que vous avez retirée, par rapport à la scène que tu trouvais trop explicative, c'est que justement le film n'est pas explicatif. Il y a un petit temps d'adaptation, je trouve, au début, à essayer de comprendre un peu le langage, à quoi correspondent. Et en même temps, je trouve que c'est très stimulant et c'est agréable d'avoir un univers comme ça qui se construit et à qui on donne pas les clés en fait directement. Et je vais pas dire que c'est pas facile d'accès, mais justement il y a un peu un engagement de la part du spectateur et je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est vraiment pour des spectateurs comme vous, comme nous en fait. En fait, on a fait le film qu'on aurait aimé voir, qu'on a écrit. Et effectivement, on déteste que les films soient explicatifs. Ça nous rend tarés. Et puis ça nous sort de l'histoire. Mais ce qui est très très marrant, c'est que sur Twitter, il y a quand même des gens qui disent que le film est trop explicatif. Je sais pas ce qu'ils veulent. ou que ils ont deviné l'histoire. Moi, je suis même pas sûr que je verrais le film, je comprendrais tout du premier coup. Vraiment. Ça suit une trame un peu classique de film noir, donc c'est peut-être évident dans ce sens-là, mais en même temps, il L'histoire y a est des pas choses que j'aurais évidente. pas forcément Bah compris ouais, non ouais. plus. Enfin, je voyais. L'histoire de l'obsolescence programmée, Bah, c'est elle est ça. pas évidente, je trouve. Non. Ouais, bon. Moi, j'avais plus des questions. Je pense qu'on vous a posé les questions 1 milliard de fois. Et j'avais vu aussi Jérémy qui était venu présenter le film au Festival du film d'Arras. Et il avait dit en fait que justement les références majoritaires du film, c'était pas de la SF, mais c'était plutôt des films noirs. Donc je me demandais si vous aviez regardé des trucs ou lu des trucs pour justement écrire le film. Et moi, ça m'avait fait aussi penser à une BD. Alors je crois que Marc, t'avais posé la question à Annecy. Ça m'avait fait ça m'a fait penser. Désolé. Moi aussi. Très très beau lapsus. Pardon. Un podcast Très, à très beau écouter lapsus. après 22h. Faut le garder. Il bouge pas lui. Qui s'appelle Carbone et silicium. Et je sais que tu l'as pas lu. Non, Jérémy non plus. Est-ce que tu l'as lu depuis? Toujours pas. Toujours pas. Non, il faut, hein, c'est sur ma liste, mais ni Jérémy ni moi ne l'avons lu. J'ai une question, si on parle de Attends, référence. j'avais aussi une On va laisser répondre le monsieur. J'ai posé des questions sur les références de Les films noirs. les références sur les films noirs, du coup, vous avez bouffé du film noir ou au contraire pas du tout? Si, alors on a carrément tout vu. C'est pendant les 9 mois d'écriture, on a passé notre vie à regarder les films noirs et à lire du polar, les James Ellroy, les Hunter Thompson, et puis voilà, Altman, Le Privé, Chinatown, et c'est très marrant. Dans le tas, on a vu Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit. Et je pense que c'est Qui compte en fait. Ouais. il compte carrément. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le film le plus proche de Mars Express en réalité. Et c'est Jérémy qui l'a remarqué. On l'a vu parmi les autres, et je pense que c'est le film qui nous a le plus influencé. Et si on remplace les robots par les toons, les histoires sont assez proches. Et Futurama, c'était une référence aussi ou pas? Oui, on adore. Dès qu'il y a un robot sur Mars, on pense un peu à ça, mais... De toute façon, voilà, on est fans, Jérémy et moi. On s'est jamais dit comme dans Futurama, mais ça fait partie de nos milliers de références. Et elle est plutôt en bonne place, hein, parce que c'est quand même super, Futurama. Donc le prochain film, c'est un film purement noir? Et
Est-ce que vous avez le droit de nous dire ou pas? Si, alors ce que je peux dire, c'est que ça n'aura aucun rapport avec Mars Express. Ce sera très probablement pas de la science-fiction. En fait, Jérémy, il aime surprendre. Et donc, ce sera pas une suite. Et ce sera très probablement un genre et pas le même genre. Voilà. Ok. Et Mars Express, vous avez envie de continuer à un peu parcourir l'univers de Mars Express, justement? Moi, j'en avais hyper envie. J'étais frustré quand on a fini l'écriture parce que ouais, c'est un univers super riche et il était question de faire une BD. Voilà, je me disais qu'il y avait moyen. Jérémy, il m'a plutôt persuadé sur le fait que l'univers, en fait, il appartient après au spectateur et que tirer à la ligne, faire des suites, faire des dérivés, c'est pas forcément la meilleure des idées. Mais cela dit, là, j'ai été contacté par un auteur de jeux de rôle qui a envie de faire un jeu de rôle dans l'univers de Mars Express. Bon, je trouve pas l'idée absurde. Surtout que, voilà, moi, quand j'étais gamin, je jouais à Cyberpunk, c'était cool. Où il y avait un autre jeu qui s'appelait Berlin 18 pour les vieux de la vieille. Ouais, il y a moyen peut-être de faire un jeu de rôle sympa, mais je pense faire exactement comme ce qui s'est passé sur Last Man, c'est-à-dire nous on nous a donné 3 BD, on nous a dit bah faites ce que vous voulez, surprenez-moi, et voilà, donc si les gens veulent faire un jeu de rôle, voilà, faites-le, surprenez-moi quoi. Ça t'intéresserait pas de faire de la réalisation? Jamais. C'est une très bonne réponse. non, parce que en fait, si vous regardez il y a pas mal de scénaristes qui sont tentés, qui se disent bon, allez, vas-y. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément réalisateurs d'animation, qui font de l'animation. Guillermo del Toro, il fait Pinocchio, alors qu'en vrai, la stop motion, c'est pas son métier. C'est pas forcément complètement aberrant non plus. Après, Guillermo del Toro, il a une intelligence visuelle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Voilà, réalisateur, c'est le mélange de la vue et de l'ouïe. Moi, j'ai pas les yeux. Donc, Jérémy, il a les deux. Et je pense qu'un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui est aussi un bon scénariste. Mais c'est pas parce que tu es un bon scénariste... et Dieu sait que je suis un bon scénariste. Que t'es un bon réalisateur. On n'invite pas des gens nuls, nous. Bah ouais. Non, je serais très mauvais. Et puis, j'en ai vraiment pas envie. Il y a qu'à voir la tête de Jérémy. Il y a Alex Pilot, qui est un type absolument génial, qui était l'ancien rédac chef de No Life. De No Life, qui a fait un making-of pour vous, c'est ça? Exactement. Il nous a suivis day one. C'est-à-dire, on réfléchissait aux premières idées avec Jérémy. Il était là avec sa caméra. Et du coup, on peut voir la tête de Jérémy au premier jour et récemment, il a perdu pas mal de cheveux quand même. Ouais. on fait pas de blagues sur les chauves. Moi aussi, voilà, on est entre chauves. Mais non, mais il a passé 6 ans en enfer, Jérémy. Il a travaillé 7 jours sur 7. Je crois que il a quand même réussi à se ménager des week-ends, pas toujours, hein. Mais voilà, c'est du 12 heures par jour pendant 6 ans, sans vacances, quasiment pas. Non, je veux pas. Je veux pas de ça. Sur quoi tu travailles maintenant? Beaucoup trop de trucs en même temps, parce que avec le succès de Mars Express, maintenant j'ai un coup de fil par jour, alors que pendant 2 ans, je me tournais les pouces en me disant bon, je vais demander de l'argent à mes parents alors. Donc voilà, j'ai accepté plein de trucs. De toute façon, dans ce métier, tu es obligé de balancer plein de projets pour qu'il y en ait un qui se fasse. Et voilà, là, j'ai balancé plein de projets et ils se font tous. Dont des projets que j'ai lancés. Il y en a un, c'était il y a 10 ans. Et puis, voilà, le producteur, il m'appelle. Il fait devine quoi, on l'a vendu. Bon, voilà, j'ai un problème de riche, hein, mais plein de trucs. Vraiment plein. Il y a un film avec un long métrage un peu genre Pixar avec Hervé de Crécy qui était le réalisateur de Logorama. Qui a eu, ouais, exactement, qui a eu un Oscar. Le mec, il est extraordinaire. C'est un type d'une gentillesse et d'un talent. C'est complètement fou. Et c'était vraiment, ça a été un blind date. Il y avait un producteur qui le connaissait, lui cherchait un scénariste, on s'est croisés, on s'est vus, on est allé prendre un kebab ensemble, et puis après j'ai eu un coup de fil de mon agent qui dit « Oh dis donc, ils t'ont pris, c'est ouf !» Bon,
Bref. Et donc il y a ça, avec Jérémy Waro, qui est le réalisateur de la saison 2 de Last Man, qui était le premier assistant sur la saison 1. On a un film d'horreur en dessin animé qui se passe dans une base sous-marine. Ça s'appelle Prudence. Exact, wow, d'où tu sais ça? C'est un podcast préparé. Ah ouais, tu crois. mais d'où l'info est sortie? J'ai trouvé enfin, tu as un agent. Sur mon agent, sur le site de ton agent, il a name droppé quelques projets. Ah, d'accord. Ouais, il y a une série post-apo en animation rigolo qui s'appelle Apocalypse Pizza Vidéo. Il y a une série érotique qui s'appelle La Passion qu'on a coécrit avec Eléa Gobet, qui est la réalisatrice de... Ah oui, qu'on a croisé, ouais, Eléa, absolument. Elle est fantastique. Ouais. Et Clotilde, et voilà, écrire une série érotique avec deux dames comme ça, c'est quel bonheur. En plus, Clotilde est presque tout le temps enceinte, donc c'est hyper marrant d'écrire des histoires de cul avec une nana enceinte. Vraiment, c'est marrant parce qu'elle est en rut, en fait, en permanence. Et enfin voilà, plein de choses. Donc tu es très occupé. Oui. Si ça vous va, on avance dans ce podcast, à moins que vous ayez un mot à rajouter sur Last Man. Je pense qu'on a posé toutes nos questions. Ouais, me relancez pas. Merci beaucoup. Pour enchaîner avec la deuxième partie du podcast, je voulais savoir quel consommateur de pop culture tu es. Est-ce que tu mates plein de séries, plein de jeux, plein de trucs Tout. En fait, je travaille pas des masses. Hein. Depuis les années de joystick et même la fac avant, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre. Ouais. Non, je suis un gros feignant. Non, mais en vrai, tu peux pas écrire 8 heures par jour. Je connais des gens qui le font, mais en tout cas, moi, c'est pas du tout mon truc. J'essaye que mon écriture soit le plus ludique possible. Et donc, je fais des séances de 2 fois 1 heure, 2 fois par jour. Donc au max, je travaille 4 heures par jour. Bon, après, s'il y a une charrette, si je dois rendre mon truc pour avant-hier, bon, bah voilà, je travaille à 8, 12 ou 24 heures non-stop. Mais c'est quand même de plus en plus rare. En vieillissant, j'essaie de m'organiser. Ce qui fait que j'ai plein de temps. Je regarde tout, je joue à tout. Mais après, j'aime pas tout et j'aime pas tous les genres de jeux. Moi, c'est beaucoup les jeux de stratégie, par exemple. Ok. Nous, on va du coup enchaîner comme chaque mois avec nos petits sujets pour la dernière fois en 2023. Et on va commencer avec une exposition consacrée à Agnès Varda. Tout à fait. Et je trouve que tu as loupé une transition entre Monsieur Pomme de Terre et les patates d'Agnès Varda. J'avoue, il y avait un truc. Ouais. Je suis très déçue. Mais effectivement, moi, j'avais envie de parler de cette exposition-là qui a lieu en ce moment à la Cinémathèque et qui a commencé le 11 octobre et qui se terminera... Il peut la faire, la transition, puisque c'est un monté. C'est vrai. En fait, on monte pas vraiment, mais il peut quand même la faire s'il a envie de la faire. Oui. Non, c'est embarrassant. Continue. Dis que ma blague est embarrassante, c'est pas grave. Non, mais d'accord, merci. Du coup, effectivement, voilà, il y a une exposition qui est consacrée à Agnès Varda, que l'on considère comme la grand-mère de la nouvelle vague, et si ce n'est l'une des plus grandes réalisatrices en France et dans le monde entier même. Je pense que c'est pas rien de le dire. En fait, c'est une exposition moi que j'attendais beaucoup parce que quand même une réalisatrice à la Cinémathèque, c'est la première. Ouais. Quand même, si c'est la première réalisatrice à avoir une expo. C'est pas la première à avoir une rétrospective parce qu'ils font gaffe. Exactement. Mais une expo, c'est la première. Mais une expo, c'est la première. Faut savoir que la prochaine sera sur James Cameron. Donc là aussi, ça peut être assez intéressant. David Finch, non. Et ça sera en avril prochain, mais je trouve que c'est une expo qui est assez idéale dans un sens pour les personnes un peu néophytes d'Agnès Varda et en même temps pour les personnes qui la connaissent un peu plus parce que c'est une expo, je trouve, qui est très belle parce qu'elle cumule vraiment beaucoup d'archives qui vont vraiment sonder son intimité, son comment dire. Je trouve plus mes mots ce soir, c'est gravissime. Qui vont plutôt sonder sa carrière d'artiste, voilà, c'est ça que je voulais dire. Sa carrière d'artiste qui a commencé en tant que photographe, qu'on a tendance un petit peu à oublier. En fait, elle était photographe à la base pour Jean Vilar. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été connue avant qu'elle soit cinéaste avec La Pointe Courte, donc son premier film en 1954. Et on retrouve en fait toutes ces photos. Et ce qui est assez passionnant, c'est que c'est une cinéaste qui a vraiment des obsessions très particulières. Elle a La Rue Daguerre,
où elle a vécu quasiment toute sa vie, où elle y a travaillé, où elle a été filmer vraiment ses voisins dans son quotidien. Enfin voilà, elle a une passion aussi. Je parlais de pommes de terre, mais parce que voilà, elle a une passion, c'est beaucoup, mais enfin c'est grande chose de le dire, mais elle a beaucoup filmé les pommes de terre, notamment dans Les Glaneurs et la glaneuse, mais aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup filmé, qui a donné la parole vraiment au laissé pour compte et qui a été regarder les gens en fait autour d'elle, y compris sa famille, et c'est ça que je trouve aussi très touchant. Mais voilà, c'est une cinéaste que je trouve vraiment hors norme, qui a une liberté à la fois dans son cinéma très audacieuse, mais aussi une liberté dans sa manière de vivre en fait. Elle a quand même élevé sa fille toute seule dans les années 50, elle a décidé de se barrer de sa famille, enfin, t'es bisexuelle et on a tendance à l'oublier. L'expo le rappelle aussi très bien, elle avait une aventure avec Valentine Schlegel qui était une artiste, et on l'oublie un petit peu avant sa grande romance avec Jacques Demy. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une expo qui est très jolie, qui rend un bel hommage vraiment à cette cinéaste très poétique, militante aussi, qui a filmé beaucoup de mouvements sociaux, que ce soit à Cuba, que ce soit les Black Panthers, aussi les mouvements féministes, et qui voilà, a marqué, je pense, durablement l'histoire du cinéma. Et enfin voilà, je vous encourage vivement à la voir. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, Agnès Varda, j'avoue honteusement, j'ai vu zéro film d'elle. Je vois qui c'est, hein, évidemment, parce qu'elle est une tête très connue. Je l'ai déjà même croisée par hasard à la librairie Tasken à Paris avant qu'elle meure. Forcément. Non, mais je veux dire, une semaine avant qu'elle meure. Voilà. Plutôt une bonne nouvelle. Et je me demandais si l'expo était aussi accessible pour les gens qui ne connaissent pas du tout Agnès Varda, et si je devais commencer par un film d'Agnès Varda. Alors moi, je trouve que oui, l'expo est très accessible justement parce qu'elle commence vraiment un peu de manière... Alors, elle n'est pas vraiment chronologique parce qu'elle commence vraiment dans sa carrière de photographe, mais après, ça va être de film en film. Donc, tu vas voir La Pointe Courte, Cléo, son grand succès, Santoinilo, etc. Et après, ça va plutôt être thématique où on va passer de la famille au féminisme. Mais je trouve que l'expo, justement, est très accessible parce qu'elle va se centrer vraiment sur ses films pour raconter un petit peu sa carrière, pour raconter un peu ses obsessions. Et difficile à dire quel film par lequel commencer, mais moi il y en a un que j'aime beaucoup et qui est peut-être un de ceux que je préfère, c'est Les Glaneurs et la glaneuse, où en fait sur les patates du coup. Sur les patates Okay. du coup, où en fait moi je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau et qui m'a énormément marqué quand je l'ai vu. Je crois que je l'avais vu pendant le confinement, où elle a une petite caméra en fait, une espèce de petit caméscope qu'elle avait acheté je crois au Japon, et en fait elle va faire le tour de France en fait, elle va aller un petit peu sur les chemins de campagne, rencontrer des laissés pour compte, ce qu'elle appelle les glaneurs en fait, qui vont ramasser les déchets ou qui vont un peu faire les poubelles sur les marchés, etc. Et en fait en même temps, et c'est ça que je trouve hyper beau, c'est qu'elle va commencer à se filmer parce qu'à ce moment-là elle est quand même âgée, même si elle n'a pas encore les 90 ans qu'elle aura à la fin de sa vie, mais elle est déjà très âgée. Et en même temps en fait elle s'appelle elle-même la glaneuse, et tu la vois en train de se filmer elle-même, en train d'attraper des camions, quand elle est sur l'autoroute, en train de filmer son corps, etc. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau film, et je trouve que ça reste un cinéma, parce que moi je trouve pendant longtemps le terme nouvelle vague, ça me faisait un peu flipper en me disant oula, cinéma nouvelle vague français autorisant, ça peut être je trouve qu'il y a une catégorie comme ça qui dans l'imaginaire collectif peut rebuter un peu, et je trouve qu'au contraire le cinéma d'Agnès Varda est hyper accessible en fait, y compris dans ses derniers films où elle parle énormément de sa famille, de la vieillesse, du temps qui passe, et c'est très accessible je trouve. Et du coup dans l'expo il y a des pièces, il y a quoi par exemple? Justement, tu as plusieurs pièces, comme je disais. La première, je crois que c'est vraiment sur la photographie, donc tu as plusieurs de ses premières photographies. La deuxième, en fait, il y a beaucoup d'archives. Tout est vraiment fondé autour des archives. C'est quelqu'un qui écrivait énormément, qui avait beaucoup de carnets. Et tu as beaucoup de carnets, en fait, soit de production, de scénario, en fait, c'est quelqu'un qui prenait des notes d'absolument tout et n'importe quoi. Et quand elle allait à des conférences, par exemple, elle prenait des notes. Tu as des notes qui sont très marrantes où elle dit... Je ne sais plus exactement dans quel contexte c'est, mais elle était une espèce de je sais plus si c'était un festival, une conférence, mais bref, un truc hyper misogyne. Et elle dit ouais, il y en a marre qu'on nous prenne, qu'on nous prenne pour des boniches. Et elle a vraiment un franc-parler qui est hyper marrant. Mais non, moi je trouve que l'expo est justement très accessible là-dessus. C'est que c'est thématique en fait. C'est pas... t'auras une partie sur la rue Daguerre, t'auras une petite partie sur les chats, parce que c'est une obsédée des chats. C'est une femme bien en fait. C'est une femme très très bien. Elle aime les patates et les chats. Les patates et les chats, son petit chat qui s'appelait Sgougou.
Mais ouais, je trouve que c'est accessible et voilà, c'est très thématique pour le coup. Et c'est long. Combien de temps t'es resté dans l'expo pour tout voir à peu près? Je sais pas, moi je suis restée à peu près 45 minutes, à Ok. peu près, ouais. La cinémathèque, c'est pas non plus très grand. C'est donc, pas très grand, ouais. Après, moi, j'ai eu la chance d'y aller quand il n'y avait pas trop de monde. C'était un jeudi après-midi, donc il n'y avait personne. Mais ouais, apparemment, il y a pas mal de monde en ce moment et ça peut vite un peu devenir gênant. Surtout que la cinémathèque, comme tu le dis, est assez petite, assez étroite. Mais ouais, je sais pas, j'ai dû rester, je sais pas, 45 minutes. Vraiment en prenant le temps. Moi, j'aime bien prendre le temps de tout lire et de tout regarder. Donc, en prenant le temps, ouais, à peu près Et 45 minutes. il repasse des films en parallèle? Il y a une rétro, ouais. Il faut Ok. savoir qu'il y a une rétro. Alors, il y a quelques films qui passent en ce moment, donc Il y a à la un film cinémathèque. tous les samedis en ce moment. Exactement, ouais, tous les samedis. Jusqu'à la fin de l'expo, qui est Ok. fin janvier. Et il y a pas mal de ces films qui ont été aussi mis sur Arte, donc ils sont dispo gratuitement. Ça, Et- c'est super. Ouais, c'est très très chouette et il y a un très beau Bon documentaire qui est sorti aussi en parallèle de l'expo qui s'appelle Viva Varda. Et qui est aussi un très beau documentaire qui revient en fait sur cette vie incroyable qu'elle avait et cette carrière surtout extraordinaire. Et Ok. je suppose qu'il y a pas mal de aussi moments sur à la fois Jacques Demy et aussi JR. Je crois qu'il a pas mal bossé Ouais, sur elle a JR pas mal sur la bossé fin de sa avec vie. JR. Et ce qui est marrant, alors effectivement, c'est que tu vois. C'est qui JR? JR, le c'est un photographe. artiste, Ah, je ouais. connais pas du tout. Ça te parle pas? JR, et c'est un acronyme? je crois qu'il s'appelle Jean-René, je il crois. fait des Je portraits, il imprime en grand les portraits Ouais. en noir et blanc. Et, Et notamment récemment, il a redécoré l'Opéra de Paris. Il a fait Oui. Avec un une truc grande en noir et bâche qui a blanc. recouvert l'Opéra de Paris. Il fait de l'installation un peu monumentale comme ça. Je regarderai. Et sur la cinémathèque, justement, tu as un grand portrait d'Agnès. Et il a fait un documentaire avec Agnès Varda où en fait lui il a un camion où les gens montent dans le camion pour se faire prendre en photo. Il imprime des photos géantes. Il avait pris le camion, ils avaient fait un tour même du monde, enfin pas du monde mais un tour de France et c'était parti dans différentes destinations dans le monde ensemble. Et c'était un peu le jeune JR photographe de 30 piges qui allait avec Agnès Varda à 80 ans redécouvrir certains endroits ou certaines personnalités ensemble. Et c'est un documentaire qui n'est pas si ancien que ça. Visage Village, ouais, je crois que Oui, c'était je crois dans les années 2015. 16, je crois. 2016. Je ne sais Il plus. y avait eu le grand plaisir avec ce documentaire de voir Agnès Varda refaire la tournée des festivals et des prix. Donc elle avait été aux Oscars, elle avait été au truc. Et c'est assez touchant d'avoir ce Bah ouais, puis ça en dit long sur la bonne femme quand même. et sur son impact aussi sur la Ouais, culture c'est ça. mondiale. Ouais. Non mais va à 80 ans sur les routes avec un gamin. Ah bah à 90 ans, elle était encore. C'est génial. Enfin, elle était partout, c'est ça qui est assez dingue. Mais pour répondre du coup à ta question, effectivement, on voit en fait la relation avec Jacques Demy se construire et c'est vraiment une romance. Enfin, c'est presque. Enfin voilà, on est presque dans un film en fait. Clairement, c'est une très belle romance et en même temps, il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est que dans l'expo, enfin voilà, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a connu mais tout le monde, qui a tout connu. Et il y a un portrait à un moment de Harrison Ford qui était jeune. Qui avait Oui, été- c'est lui c'est aussi. elle qui a découvert quasiment. c'est Jacques Demy, ouais, pour un Il était film qui charpentier s'appelle, à l'époque. Exactement. Et Waouh. en fait, il y a une photo de lui en fait avec une espèce de chapka. Et il y avait une vidéo. Alors, je sais plus si la vidéo est à l'expo ou pas, mais où en fait, il dit clairement que il revient en fait sur sa carrière en disant mais personne ne croyait en moi et j'étais personne quoi. Et en fait, c'était Harrison Ford et c'est très très drôle de le voir comme ça alors que c'était un parfait inconnu. Et je crois c'est Jacques Demy justement qui l'avait repéré pour Model Shop, mais en fait les studios n'en voulaient pas quoi. Donc c'est très cocasse de le voir à cet endroit-là et de savoir que ça va être une Ok. grande superstar quoi. J'ai une super anecdote sur Harrison Ford. Vas-y. Son hobby, c'est pilote d'hélicoptère. Ouais. Ouais. Et quand il y a des tempêtes, il se balade en hélicoptère pour voir s'il y a des naufragés. Donc il y a des naufragés. Il y a une échelle qui descend d'un hélicoptère, ils montent et c'est Harrison Ford qui les a sauvés. Incroyable. C'est hallucinant. C'est un personnage de ces films. personnage. Mais c'est Ouais. c'est comme ça que de temps en temps il se crache aussi avec son hélicoptère. Ah, je savais pas ça. On va. Donc c'est à la Cinémathèque à Paris et c'est jusque fin janvier. 28 janvier. Ouais. Donc on enregistre mi-décembre. Donc les gens qui nous écoutent, dépêchez-vous. Oui, ça va, il reste quand même Il reste reste un mois. il reste un mois C'est et les demi. vacances. Entre la bûche Voilà, Et le c'est dessert. entre la bûche. Parfait. On va rester dans le monde du cinéma et on Tout à parlait tout fait. à l'heure du passé. Je pense que C'est il y a beau. un truc Oh à là faire là. puisque tu veux C'est parler écrit. de Past Lives. Quel travail!
Il n'y a pas de pommes de terre. Il n'y a pas de pommes de terre. On va mettre ça en tagline bientôt. Non, il n'y a pas de pommes de terre dans Past Lives, retitré en France nos vies d'avant, sous-titre. Je voulais vous parler de cinéma, effectivement, de film qui est sorti sur grand écran, d'un film qui a été un peu qui est une des sensations de cette fin d'année, puisque comme chaque fin d'année, on est dans la course aux prix, on est dans la course aux Oscars, aux Golden Globes et compagnie. Et pour le coup, c'est un premier film de Celine Song qui a été remarqué dès le début 2023 à Sundance. Qui est porté par une jeune actrice qui s'appelle Greta Lee, qu'on connaît par The Morning Show, dont on a parlé dans l'épisode précédent du podcast que tu as bien écouté, Mathieu, parce qu'on parle aussi d'Harrison Ford. Merci. Harrison Ford. Et non, mais Past Lives, c'est une des sensations de fin d'année qui est sortie en salle il y a quelques jours en France. Et c'est aussi l'occasion de se dire qu'en cette fin d'année, on peut aussi aller voir des comédies romantiques, enfin en tout cas des films romantiques au cinéma. Oui, c'est pas trop une comédie. Hein. Non, il y a un côté assez touchant, mais c'est l'occasion de se faire plaisir, de s'offrir un peu de bonheur dans ce monde de brut. Et c'est l'histoire d'une jeune coréenne qui à l'adolescente, vers 12 ans, quitte son meilleur ami de l'école pour partir émigrer aux États-Unis, puisqu'il y a quand même ce côté... on n'a pas beaucoup d'histoires là-dessus, mais il y a beaucoup de Coréens qui sont partis vivre dans les années 90 aux États-Unis, constituer une vraie communauté là-bas. Donc elle quitte un peu son foyer et ses amis pour suivre ses parents artistes à Los Angeles. Et le film se découpe en plusieurs périodes. Je ne vais pas tout spoiler non plus, mais du coup elle devient adulte, etc. Et elle va reconnecter avec son ancien ami d'enfance. Et le film explore un peu cette sensation de se dire, est-ce que j'aurais pas raté un truc dans ma vie ? Par des circonstances de vie, j'ai dû avancer, j'ai suivi des choix, etc. Et par le truchement des nouvelles technologies, des zooms, des appels téléphoniques, etc., elle va reconnecter avec son passé et se demander si quelque part elle serait pas passée à côté de quelque chose, tout en avançant dans sa vie, tout en rencontrant des gens, tout en s'affirmant en tant que femme, qu'artiste elle-même, en rencontrant son mari, etc. Et le film m'a vraiment touché sur cette corde fine qui est celle de ne pas sombrer totalement dans le côté rose romantique où elle va tout quitter pour rejoindre l'être aimé à l'autre bout du monde, etc. Mais plutôt de s'interroger sur ce qui fait aujourd'hui. On est dans un monde qui est de plus en plus connecté, dans un monde qui permet de plus en plus de choses, et de se dire est-ce que je peux m'autoriser aussi à avoir d'autres fenêtres ouvertes que celles que j'ai à l'instant T. Et le film suit ça. Et de façon assez touchante, assez sensible. Et voilà, ça c'était un peu mon coup de cœur de fin d'année. Je voulais voir si... je crois qu'Alexandre, toi tu l'as vu aussi. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, Amandine, ou pas ? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai très très envie de le voir. Ouais, j'ai trouvé ça très très beau. Alors un peu quand même, un peu trop contemplatif par moment. Alors, comme Mars Express, c'est un premier long métrage aussi. Ouais, mais là, du coup, comme dans Mars Express, ils filment pas les couchers de soleil ou des trucs comme ça. Ça aurait pu. Là, il y a un peu trop de plans où les deux protagonistes se regardent et ils font des sourires, et puis il y a le coucher de soleil sur Manhattan derrière, où ils marchent dans la rue, ils se parlent pas, ils se tiennent la main, et des trucs comme ça. Il y a des gimmicks du genre. Un petit peu relou, quoi, mais au-delà de ça, non, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez touchant, assez vrai aussi dans ce que ça racontait sur plutôt est-ce que ma vie serait pas complètement différente si j'étais allé à gauche au lieu de partir à droite, quoi. Et encore une fois, comme tu le dis, c'est Greta Lee, c'est ça, l'actrice, est absolument excellente dans le film. Et c'est un très beau film, très touchant, tout doux, un peu triste aussi par moments, mais tout doux. Parce que en fait, ça a la mélancolie de... Ça a fait un peu penser à Lost in Translation. Ouais, il y a un côté comme ça, c'est-à-dire que ça fait regretter les choses. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de changer de vie brusquement parce que la personne qu'on a connue il y a 12 ans refait surface, etc. Mais c'est plutôt vraiment de poser la question et de se dire, ben non, en fait, on peut aussi assumer ses choix, assumer là où on est aujourd'hui, et se dire que on peut regarder en arrière sans forcément tout révolutionner, et qu'on n'est pas dans les gimmicks de la comédie romantique, et qu'on est plutôt dans un truc un peu d'adulte. C'est vraiment triste par certains passages. La fin est très bien menée, enfin est très bien scénarisée, dessinée, parce qu'elle elle mène un peu à ça. Et c'est un film assez touchant, et je pense que ça se voit, mais je vais être un peu vieux en disant ça, que ça se voit sur grand écran, parce que ça s'apprécie quand on est un peu immergé face à l'image et qu'on n'est pas dérangé par autre chose. Disons que voilà, ça peut rapidement être chiant,
Donc, non, mais c'est très contemplatif, c'est un rythme super lent. Donc c'est bien d'être enfermé. Donc, de pas pouvoir sortir. Voilà, si on n'a pas de téléphone à portée de main, si on n'a pas la fenêtre à côté de chez nous, c'est effectivement peut-être Ou son chat. Ou son chat, quoique. C'est peut-être un peu mieux d'être immergé, quoi. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors déjà, tu le vends très bien, mais les thématiques... Alors, j'ai lu le pitch et j'ai regardé un petit peu des choses pour préparer cette émission, et cette notion de temps qui passe et de se retrouver, etc., ça m'a un peu rappelé en thème les films japonais de Makoto Shinkai, et je me demandais, est-ce que ça aurait pu marcher en animation ? Carrément. Je pense, ouais. Ça tourne autour d'un concept. Alors, je sais pas si c'est un concept coréen. En tout cas, c'est raconté comme un principe coréen qui est celui des vies passées où, si ça se trouve, on s'est croisés à de multiples reprises dans les vies passées, et tous ces frôlements de nos vies antérieures font qu'aujourd'hui, on va vraiment se rencontrer. Et donc, du coup, l'idée, c'est est-ce que, même si on s'est quitté il y a 12 ans, que j'ai changé de pays, est-ce que finalement, le fait qu'on se soit beaucoup croisés qu'on peut imaginer que dans les vies antérieures on s'est croisés quand même, est-ce que là on va conclure quelque chose, et le film va discuter de ça. C'est romantique. Ouais. C'est éminemment romantique. C'est ça, c'est très très romantique. Genre In the Mood for Love. Mais ceci dit, ça m'a beaucoup fait penser à In the Mood for Love. Ceci dit, le film en parle aussi parce que du coup, il y a d'autres protagonistes, notamment deux hommes se croisent et ils sont un peu antagonistes, enfin ils sont un peu opposés dans le film. Et eux-mêmes se discutent et disent ah tu connais la notion de vie passée, etc. Et que le fait que eux aussi on peut peut-être que leur interaction actuelle est due au fait que dans les vies antérieures ils se seraient peut-être ils en parlent d'un point de vue purement théorique, hein, ils y croient pas vraiment, mais ils disent ce truc de se voir aujourd'hui, c'est peut-être le fait d'actions antérieures. Mais oui, tout à fait. Je sais pas si un film d'animation tiendrait sur aussi peu de choses, dans le sens où c'est, comme le disait Alexandre, c'est très posé, et c'est peut-être des fois il y a peut-être des tunnels un petit peu, mais voilà, il y a des comédiens très convaincants devant l'écran, il y a des situations assez émouvantes, et puis c'est vrai qu'après il y a un gimmick un peu de film romantique new-yorkais où il y a Brooklyn, le East Village, les tours à l'horizon, etc., et qui fait que ça dessine quelque chose d'assez émouvant au final. Ouais, Vas-y. Amandine. Non, ça n'a pas forcément à voir avec le film en lui-même, mais plus avec sa réalisatrice, parce que du coup, comme tu le disais, c'est un premier film, et en fait, je me suis un peu intéressée à ce qu'elle faisait avant, et elle a fait un projet que je trouve complètement délirant, où pendant le confinement, en fait, elle a refait la mouette de Tchekhov sur les Sims 4. Oui. La vache. Ouais, en Twitch, enfin je sur m'attendais Twitch. pas à ça, Ouais, bah moi non plus. Et ça, j'ai pas réussi à retrouver d'image de ce truc-là. Et ça a l'air complètement démentiel. Où en fait, c'était, de ce que j'en ai vu, elle plaçait ses Sims comme des acteurs, et il y avait une espèce d'audience, et c'était en live du coup sur Twitch. Et les voix, C'est c'était doublé ou Je sais pas, j'ai du mal à trouver les infos sur ce truc. Ouais. Et ceci, Past Lives, juste pour conclure sur Sing Song, est en partie autobiographique, donc c'est un peu c'est vraiment inspiré de sa propre histoire, donc c'est peut-être ça où c'est plus sage qu'un live Twitch avec clairement. Clairement. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, moi ça m'a fait beaucoup penser à In the Mood for Love, notamment sur le côté un peu amour impossible, et un mix entre ça et des films de Richard Linklater, puisque ça se passe Ouais, la trilogie époques. Before. Ouais, un petit peu. Eh ben écoute, c'est Voilà. chaudement. C'est un Et, peu le ce conseil à Noël, c'est très sympa. Probablement récompensé Oui. aux Oscars. Il y a une bonne sélection de Ouais. films. En à tout cas, voir c'était pour sous- vous donner sous un des. plaid avec sa copine ou son copain. Ouais. Exactement. Et c'est un des films en compétition, entre guillemets, qui sort en France avant, donc profitez-en. Eh ben c'est bien noté. Je vais essayer d'aller le choper entre. T'as pas de transition. Entre deux bûches. Si, j'ai complètement une transition, puisque c'était un film sur le passé. Moi, je vais parler d'un futur proche. Puisque je vais garder la parole pour vous évoquer Le Monde après nous, Leave the World Behind en anglais, qui est disponible sur Netflix depuis quelques jours. C'est le nouveau film de Sam Esmail, qui est le créateur de la série Mr. Robot. C'est avec Mahershala Ali, Ethan Hawke et la beaucoup trop rare Julia Roberts, que moi j'avais pas vu dans un grand film depuis bien longtemps. Alors, attention, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Attention au Attention. terme de grand film. Alors attention. Ça m'intéresse. Je vais faire gaffe à ce que je dis. Moi, c'était toutes ces raisons. Moi, c'est le casting, le réal, le sujet. C'est un peu ce qui m'avait intéressé et ce qui m'a attiré vers le film. Donc, pour pitcher vite fait ce que ça raconte aux gens qui ne l'auraient pas vu,
C'est l'histoire d'une famille qui est portée par Julia Roberts et Ethan Hawke et leurs 2 enfants qui se louent un petit Airbnb tranquille pour aller passer quelques jours au calme, au vert, loin de New York, profiter de la mer et compagnie. Et quand ils sont dans cette maison, ils ont la malencontreuse, disons qu'ils tombent nez à nez avec les propriétaires du logement qui débarquent là de manière précipitée. Et non seulement ils vont devoir cohabiter, mais ils vont se rendre compte que le monde extérieur est en train de péter un câble, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, notamment les voies au début, ils sont sur une plage, il y a un cargo qui fonce de l'océan vers eux. La jeune fille sur sa tablette, elle commence à regarder Friends et elle se rend compte que le service de streaming s'interrompt net et ils vont découvrir que non seulement il y a un blackout avec plus d'électricité et tout ça, mais que voilà, il est vraiment en train de se passer quelque chose. Et moi, alors j'ai vachement accroché, surtout avec la première partie. Je trouve que plus on avance dans le récit, plus on est dans des péripéties qui ont peut-être une tendance un peu rocambolesque. Mais j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai trouvé que les gens avaient des réactions intelligentes. Souvent dans les longs métrages, sur ce genre de sujet, de fin du monde, de comment tu fais, est-ce que tu te planques et tout ça, j'ai toujours l'impression que les héros sont débiles et qu'ils font le contraire de ce que naturellement tu chercherais à faire. Or ici, j'ai vraiment eu l'impression de voir des gens qui auraient pu être nous, quelque part, dans leur manière de choisir, dans leur manière de réagir. Les propriétaires débarquent, évidemment. Tu sais, je sais pas, nous, on serait peut-être complètement cons aussi. Hein. Alors, c'est possible, mais j'ose espérer que je ne serais pas complètement débile si on s'approchait d'une guerre ou d'une fin du monde ou d'un truc qui demanderait des réactions de survie. Et voilà, et je trouve ça intéressant de voir qu'ils ont essayé, il y a une espèce d'approche contemporaine sur la thématique de le streaming s'arrête, tout le monde est perdu parce qu'il n'y a plus d'électricité, acheter des DVD parce que le support physique c'est super, sinon vous êtes dans la merde pour finir vos séries. Et tout fonctionne un petit peu comme ça dans les thématiques, sur l'intelligence des réactions et la manière dont ça reflète un peu l'époque. En plus, nous, on traverse une époque qui n'est pas forcément simple avec des guerres, une pandémie, traverser ce genre de choses. Donc, je trouve que ça fait vachement écho à tout ça. Le casting est top. J'ai un peu du mal avec la réalisation de Sam Esmail. Oh oui. Parce qu'en fait, au début, il a de très bonnes idées, notamment de filmer les personnages en plongée, de s'élever, montrer la maison quasiment comme si c'était un jeu vidéo, de tourner sa caméra dans tous les sens et tout. Mais il le fait tout le temps. Et donc, tu vois ce truc, tu dis « Waouh, le plan, il est super, quelle idée géniale !» Par contre, à la 14e fois, c'est un petit peu abusé. Donc, j'ai un peu du mal avec ça. Et moi, j'ai un peu du mal... Alors, je vais essayer de pas trop la spoiler, mais j'ai un peu du mal avec la fin aussi. Parce que, en fait, le film s'arrête. À un moment donné, le film s'arrête. C'est le principe d'un film, Marc. T'es dans ton histoire. Non, mais tu vois, ils ont mis un générique. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de conclusion, en fait. Les personnages font des choses et boum, générique. Et toi, t'es là, tu fais. Alors, je veux bien, les fins ouvertes, c'est cool. Laisser les réflexions aux spectateurs, c'est cool. C'est des bonnes idées et pourquoi pas. Mais je sais pas, là, il me manque un bout. Ouais, non, c'est en pleine action, quoi. C'est vraiment en pleine action et ça laisse un champ de trop de possibilités. Moi, j'aurais aimé une direction, tu vois, un truc un peu et pas vraiment en fait. Après, Mr. Robot, c'est pas non plus le. C'est pas le plus subtil. Ouais. Ouais, voilà. Oui, c'est le bonhomme a des gros sabots par moment, mais voilà. Du coup, moi, je suis vraiment séduit par disons, les 2 premiers tiers. Allez, vraiment, je trouve qu'il y a des belles idées, même si on passe un peu la mise en scène avec cette caméra volante. Mais j'ai du mal aussi avec certaines choses, et à la fois, ça m'a fait vachement plaisir de revoir Julia Roberts. Et ça te fait marrer, Laurent? Je veux savoir ce que t'en as pensé. Je pense que c'est une pourriture. Fin de l'émission, merci. Le réel ou le film? Non, le film. Non, le réel, le pauvre. Par contre, j'ai adoré le détester, ce film. Et moi, de toute façon, dès que c'est de la SF, et
sur Netflix. C'est vraiment quand j'ai plus rien à voir, je vais sur film, science-fiction et je regarde leurs films. C'est toujours nul. Et celui-là particulièrement. Mais en même temps, il nous donne de la SF. La caméra qui est volante là, mais la caméra c'est censé dire quelque chose. Là, ça marche à la limite, ça marche la première fois, quoi. Mais ça veut rien dire. C'est-à-dire, dès qu'il parle, la caméra elle s'envole, elle traverse le toit. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais en même temps, je l'ai vu en entier. Et ça dit quelque chose de Netflix. C'est que, en fait, ils s'en foutent complètement de faire des bons films ou des mauvais films. Ce qu'ils veulent, c'est faire des vues. Et systématiquement, les gens regardent, il y a Julia Roberts, le casting, effectivement, il est d'enfer. C'est de la SF, le pitch, fin du monde, machin. Moi, je regarde, évidemment que je regarde d'un bout à l'autre. Les réactions naturelles des gens, je sais pas. Julia Roberts, vraiment son personnage, il est à la limite du psychopathique. Elle est un peu chelou, ouais. Elle est vraiment chelou. Avant même les catastrophes, elle commence le film, elle est énervée déjà. Alors, l'histoire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Pourquoi il y a des animaux partout? Il n'y a aucune raison. Mais ceci dit, moi, je vous rejoins un peu là-dessus, mais moi, ce qui m'a embêté dans le film. Alors, effectivement, moi, j'ai eu une étrange attraction au film, c'est-à-dire que quand j'ai vu le casting, etc., je dis ah, c'est cool, et j'ai vu le film, je suis d'accord avec toi, en entier, alors que d'habitude, j'aurais pu couper au bout de 20 minutes et dire je vais faire autre chose, je vais faire des œufs au plat ou je sais pas quoi. Des patates. Ou des patates. Et en fait, j'ai vu jusqu'au bout, mais j'ai trouvé ça plutôt, on va dire, plaisant. Et voilà. Ouais, ça se regarde. Ouais. Mais, en jouant à un jeu vidéo en même temps. Mais la caméra est extrêmement agaçante. Sans ambiguïté là-dessus, je trouve qu'effectivement, il en fait des caisses. Et en fait, c'est juste chiant. Mais non, moi, ce qui m'a surtout sidéré, c'est que, et je suis dans le flou aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait, le film est à la fois saisissant par une espèce d'ambiguïté sur l'avenir, sur les hackers s'emparent du monde, etc. Et en même temps, j'ai déjà vu ce film 36 fois. Le dernier Shyamalan, The Cabin, est exactement sur le même principe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur, mais dans une maison, il va se passer un truc de fou. On pourrait peut-être presque faire une liste de films qui sont déjà sur la même thématique. Et là, vient se rajouter quelque chose, effectivement, sur Netflix, qui n'est pas non plus la plateforme la plus brillante en termes de cinématographie. Et à la fois j'ai apprécié l'aventure et en même temps je me dis mais j'ai déjà vu tout ça 36 fois, c'est pas du tout ni original ni stupéfiant quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Désolé Marc, mais non, mais je suis d'accord aussi. Super reco Marc, merci. En fait, en même temps ça se regarde. Mais ça se regarde, c'est ça qui est. Mais moi je suis conscient des défauts. Je vois peut-être plus le verre à moitié plein que vous, mais je suis aussi conscient de ses défauts. Et effectivement, il y a un truc accrocheur et on a vraiment envie d'aller au bout de l'histoire et pas de sortir son téléphone à moitié course pour compulser Instagram. Mais pour le coup, j'ai pas sorti mon téléphone, mais la caméra aurait été moins prétentieuse. Je pense qu'on aurait eu un petit objet de SF, d'anticipation en tout cas, qui aurait été plaisant. Mais surtout que ça dure 2h20, donc ça a quand même le pari de réussir à nous accrocher au truc, alors que c'est pas forcément très plaisant. Ouais. J'ai fast-forward. Mais tu parlais de la fin. Ouais. J'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant et de plus nul en même temps. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant. Alors, on spoil ou pas? Ouais, on peut spoiler. Ouais. Voilà, vous pouvez zapper au sujet suivant si jamais. Avancer d'une minute ou deux, on arrive au bout. Ouais. Parce que la fin, qui a quasiment aucun rapport avec le reste du film, c'est une des protagonistes qui est une gamine qui a été un peu mise de côté pendant toute l'histoire, finit par trouver une sorte d'abri antinucléaire dans lequel il y a toute une collection de DVD, du coup elle va pouvoir voir enfin l'épisode de Friends qui lui manquait. En mangeant... C'est un peu cocasse que ce soit sur Netflix du coup. Ouais. Oui, exact, ouais, tout à fait. En mangeant des apéritifs et en buvant des sodas, en se gavant comme un spectateur patachon, quoi. Et du coup, c'est absolument navrant et en même temps, ça s'adresse aux spectateurs de ce genre de cochonnerie. Il y a une forme de volonté de faire un message un peu politique qui fonctionne pas trop parce qu'en fait, c'est tellement prétentieux que... Ouais. Mais
Vas-y. Non, moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que le film, au début, je savais pas trop dans quelle direction il allait, mais je crois que ce que je préférais, c'était la partie un peu home invasion au tout début, où t'as ce truc où t'as des intrus qui arrivent et tu sais pas si tu peux leur faire confiance ou pas. Elle est méfiante. Et après, ça part dans quelque chose dont, en fait, désolé, mais moi, je m'en fous, en fait, très Oui, mais clairement. c'est un effet complètement gratuit parce que complètement. assez vite tu comprends que c'est pas du tout une home invasion, c'est juste en fait des gens normaux qui viennent toquer à la porte, sauf que les dialogues qu'ils leur ont mis dans la bouche, la manière de les filmer, la manière dont ils leur disent de jouer, on dirait des psychopathes qui vont les tuer. C'est ça. Sauf que ça n'a aucun sens, c'est juste un effet. effet. Ça passe à autre chose après. Exactement. C'est un très très mauvais film. Il y a cette volonté de faire un film un peu sur les différences. Oui. Donc les deux personnes qui rentrent, qui sont propriétaires, ce sont des personnes noires, mais donc ils ont une belle maison, donc ça devrait créer un pas fin. Et pas du trop. coup, on se retrouve avec quelque chose d'assez, effectivement, encore une fois, prétentieux. C'est pas très finement fait, quoi. Est-ce que c'est pas un peu un film parfait, genre pour le 26 décembre ou pour le 1er janvier? Ouais, en gueule de bois. En gueule de bois. En gueule de bois, ouais, peut-être. Pas chez toi, tu dis bon, qu'est-ce Moi, qu'il y a? j'essaie de vous vendre un film beaucoup plus 25 décembre. Ouais, mais du coup, Pardon, il faut sortir. Non, c'est Le plaisir 26 décembre, coupable. tu vois, t'as maté Chicken Run 2, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mater ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est possible. Il y a toujours pareil à Netflix et c'est case à cocher. Ça coche une case. On va enchaîner dans ce podcast puisque vous avez démoli ce film que moi je trouve pas assez nul, mais c'est tout à fait légitime. Quand on a échangé des SMS, Laurent, tu m'as proposé de parler d'un jeu vidéo. Et moi, ça m'a semblé comme une évidence, puisque comme j'ai Monsieur Pomme de Terre sous le coude, je vais te faire parler d'un jeu vidéo. Tu veux nous évoquer un jeu qui s'appelle Slice and Dice. Ouais, alors il y a plein de jeux vidéo absolument géniaux sur PC, qui est vraiment ma plateforme de prédilection. Je trouve que les consoles, ça galère un petit peu ces derniers temps. Mais le truc, c'est que quand on est souvent dans les transports, comme c'est mon cas, et on a que son téléphone pour jouer. Et moi, je galère. Je suis toujours sur Google à chercher Android, stratégie, game, turn-based, et je trouve jamais rien. Et quand j'en tombe sur un, il transforme mes voyages en téléportation. C'est hyper agréable d'avoir un jeu sympa qui est immersif pour dans le train, l'avion, la voiture. Et donc Slice and Dice, c'est donc au tour par tour. C'est ce qu'on appelle un roguelike, c'est-à-dire que c'est un jeu où on ne sauvegarde jamais. Quand on meurt, on est mort et on recommence la partie du début. Mais au fur et à mesure, on débloque des options dans le jeu à force de galérer, qui enrichissent à chaque fois le jeu et qui font que la partie suivante aura pas exactement le même gameplay. Et le principe, c'est vraiment tout con. On a 5 personnages, genre un magicien, un guerrier, un voleur, un prêtre et un défenseur. Ça fait peut-être 6. Bon. Mais bon, il y a toute une galerie de personnages. Bonjour. Et en gros, chaque personnage a un dé qui est associé. C'est un dé à 6 faces. À chaque face, il y a un pouvoir différent. Et en gros, c'est un peu comme un Yahtzee. On jette les 5 dés et on a le droit à deux relances. En gardant ou en relançant les dés, et au fur et à mesure qu'on avance en niveau, on a le droit de changer des phases du dé, ou on peut changer même de profession et changer toutes les phases de son dé. Là-dessus se rajoutent des objets magiques qui vont rajouter des pouvoirs et des règles supplémentaires. J'aurais qu'un seul reproche à faire au jeu, vraiment, c'est très 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 agréable à jouer, c'est parfait pour les transports, c'est plutôt intelligent, il y a de la stratégie. Malheureusement, on en fait le tour assez vite, une dizaine d'heures. Et pour les gens qui, comme moi, on galère à trouver des jeux sympas, là, vraiment, il y en a une poignée. C'est un peu comme les bons films de science-fiction, il n'y en a pas des masses. Et les bons jeux de stratégie sur téléphone, il n'y en a pas des masses. Alors, je vous donne une petite liste. Il y a Battle Force, je vais regarder dans mon téléphone. Il y a Slay the Spire, celui-là il est très 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 connu. Si vous n'avez pas joué à Slay the Spire, c'est extraordinaire. Il y a Hoplite, qui est un jeu au tour par tour, très très malin,
une histoire de... c'est quasiment un genre de jeu d'échecs renouvelé, mais dans un monde d'heroic fantasy. Pareil, c'est un roguelike. La moindre erreur est fatale, mais on reprend le jeu du début avec un petit bonus. Et il y a un jeu au tour par tour qui est absolument génial. Pour ceux qui connaissaient Space Hulk, c'est une version Android de Space Hulk qui s'appelle Templar Battle Force. C'est que des vieux jeux, ils prennent aucune place sur le téléphone, et quel bonheur d'avoir ça dans sa poche. On mettra des liens vers tous ces titres pour les gens qui nous écoutent. Slice and Dice, c'est 7 balles. C'est aussi dispo sur PC et Mac pour les gens qui veulent jouer. Je savais pas. Et iOS qui veulent jouer en grand, mais malheureusement pas sur iOS. Non, j'ai regardé, c'est pas dispo sur iOS. Ici, on est 3 à être des gros Apple nerds, et du coup, on est un peu coincés. Mais par contre, on peut jouer sur Mac. Et c'est disponible à l'ancienne. Ils ont un vieux site web en gros pixels et tout. C'est quasiment c'est du rétro gaming quasi. C'est quasiment un titre qui aurait pu être sur un CD de joystick. Sauf que ce principe, c'est un principe très nouveau. Très moderne, ça fait une petite dizaine d'années qu'il y a des board games, des jeux en papier, en carton, quoi, avec ce principe des dés dont on change les faces. Et c'est arrivé assez vite en jeu vidéo. Ouais. Eh ben, c'est cool. On va reboucler avec l'animation pour finir ce podcast. Alexandre, c'est ton tour, puisque tu voulais nous parler de l'adaptation animée. T'as pas de transition. Non, c'est comme ça, c'est la dernière de l'année. On décide de s'en foutre. Allez, c'est bon. Non, on m'a vendu le truc, on m'a dit tu vas voir, ces transitions, elles sont d'enfer et tout ça. Zéro transition. Non, là, il n'y a rien, vas-y. Ouais, ok, super. Donc donc les gens qui me connaissent en fait dans la vraie vie savent que je suis un peu un fanzouz de Scott Pilgrim. Si vous d'ailleurs les participants à ce podcast tournez la tête vers ma bibliothèque, vous verrez au moins 2 figurines, 2 éditions différentes du comics et une autre dans ma chambre. J'adore aussi le film d'Edgar Wright. Pour faire un rapide résumé, Scott Pilgrim, c'est une série de comics créée par Brian Lee O'Malley qui suit l'histoire de Scott, un jeune Canadien qui joue de la basse dans un groupe et qui tombe amoureux de Ramona Flowers, une jeune femme fraîchement arrivée à Toronto. Et pour réussir à conquérir son cœur, il doit d'abord battre une ligue qui est la ligue de ses 7 ex-petits amis maléfiques. 13 ans après le film donc, et 19 ans après le début de la publication du comics, Scott Pilgrim revient cette fois-ci adapté en animé sur Netflix par les studios Science Saru, qui avait déjà réalisé 2 épisodes de Star Wars Vision, la saison 1. Ouais, c'est le studio qui a été fondé par Masaaki Yuasa. D'accord, j'avais pas cette info dans ma fiche Wikipédia, merci. J'étais, on va dire, pas sceptique, mais je me demandais un peu ce que cet animé allait pouvoir apporter de plus, et j'ai lancé ce truc, surtout pour voir la réalisation et la qualité de l'animation. Et attention, je vais spoiler la fin du premier épisode, et un tout petit peu la suite, donc si vous ne voulez pas en savoir plus, vous pouvez, je vais dire, arrêter ce podcast, parce que c'est le dernier sujet. Mais t'as aimé ou t'as pas aimé, dis-le d'abord. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que j'ai écrit oui, donc allez à la fin du podcast, mais sachez en tout cas que c'est hyper cool et que j'ai vachement aimé. Bref, à la fin le premier épisode suit le premier tome de Scott Pilgrim et aussi le début du film. Donc il rencontre Ramona, il tombe amoureux, on apprend les différents personnages, on apprend à connaître les différents personnages, et vers la fin de l'épisode, comme dans le film et comme dans le comics, Scott doit battre le premier ex-petit ami maléfique qui s'appelle Matthew Patel. Donc jusque là, moi je regarde, je fais ok, on est vraiment sur des rails, c'est exactement la même chose, sauf que Scott Pilgrim n'arrive pas à battre Matthew Patel comme c'est le cas dans la BD, dans le film, et a priori meurt. Donc là, on se dit what ? Et ce choix couillu va forcément donner une toute autre trajectoire à la série que moi j'ai trouvé brillante et même par moments qui surpassait pour moi son matériel d'origine. On n'est pas sur un reboot, on est plutôt sur un remix, voire un univers parallèle. Et de fait, on va surtout s'intéresser pour moi au meilleur personnage de la saga, qui est donc Ramona Flowers, qui est encore une fois, comme dans le film, interprétée par, en tout cas on la voit par Mary-Elizabeth Winstead, sachant que tout le cast vocal du film revient pour l'animer, puisque son personnage va passer la majorité de la série à chercher Scott et à faire face à elle-même et à ses ex et à ses propres démons. Et en fait, moi, si je devais résumer mon avis, c'est que Scott Pilgrim en comics, c'est ce que j'avais envie de lire quand j'avais 20 ans.
Mais là, ce que j'ai vu là en animé, c'est ce que j'ai plutôt eu envie de voir à mes 30 ans, et tout ce que ça racontait sur les relations humaines et amoureuses. Je trouve que c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe, plus féministe aussi, plus badass, aux personnages qui sont peut-être un peu moins égoïstes et un peu plus réfléchis, donc c'est chaudement recommandé. Voilà, je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont vu autour de... Ouais, moi je l'ai dévoré parce que comme toi, j'aime vachement la BD, et comme toi, j'ai vachement été cueilli par ce premier épisode qui inverse soudainement les enjeux, et la série part dans une direction qui est complètement différente de celle de la BD, et je trouve ça une super idée parce que la promo ne le montre pas. C'est nulle part dans la bande-annonce, c'est nulle part même sur l'affiche, c'est Scott qui est en grand, alors que, comme on vient de dire, il disparaît à la fin du premier épisode. La manière dont c'est réinterprété, remixé, je trouve ça, en termes d'écriture et de manière de jouer avec l'univers, je trouve ça super intéressant. Parce que quelque part, quand on m'a vendu le projet de Scott Pilgrim version animée, avec le même casting vocal que celui du film live, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin, quoi. Oui, encore une Netflixerie qui veut cocher une case d'un algorithme qui dit non mais il faut refaire ça. Et en fait pas du tout, c'est très malin dans l'écriture. Il y a un truc que tu n'as pas dit aussi, c'est qu'il y a une grosse partie méta, puisque il y a des épisodes qui sont consacrés dans la série, il y a des épisodes qui sont consacrés à un tournage d'un film consacré au personnage. Donc on est vraiment dans le truc avec Edgar Wright, ou un pseudo Edgar Wright qui a plus ou moins il tourne le film comme c'était le film Scott Pilgrim qu'on connaît, qu'on connaît exactement. Et donc il y a une espèce de mélange des trois, la BD, cette série et le film en même temps. Et effectivement, je trouve ça brillant. J'ai moins accroché avec cette partie un peu méta sur le tournage, je trouve ça a un petit côté filler, mais il y a de très très belles idées dans la dernière partie qu'on se garde bien de spoiler. Avec notamment, je spoil pas, mais Will Forte à la voix, qui est vraiment sans spoiler, excellent. Et c'est pour le coup, c'est une vraie belle trouvaille et une belle idée d'avoir cherché à faire autre chose, parce que là par exemple, si on prend un exemple tout con, Netflix vient d'annoncer qu'ils allaient refaire One Piece en série d'animation, alors qu'une série d'animation existe déjà et qu'il y a en plus leur série live. On fait bon, ok les gars, au bout d'un temps, arrêtez d'essayer de faire des trucs, quoi. Or là vraiment c'est une belle prod, et en plus Science Saru, les japonais de Science Saru, ils sont super sur l'animation, donc c'est assez cool. Est-ce que vu le concept, ça implique une potentielle saison 2? Alors, non, c'est fini. Il y a une scène post-générique. Sans spoiler. Il y a une scène post-générique? Oui. Je suis pas allé jusqu'à la scène post-générique. Non, c'est fini, allez, c'est Non, il y a une scène post-générique qui est un peu ouverte. Mais en tout cas, pour l'instant, les créateurs sont en mode on s'arrête là, c'est fini. Mais il y a quand même une scène post-générique. Les séries sont faites pour avoir des suites. Et s'ils la font pas eux... Oui, voilà, s'ils la font pas eux, ce sera probablement fait par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai juste un truc à dire sur Scott Pilgrim. Il y a 4 films, depuis tout à l'heure je compte, oui, il y en a bien 4, qui m'ont fait le même effet. Et c'est un effet magique. C'est je me suis rendu compte à la fin du film que j'étais resté debout tout le film. Et Scott Pilgrim, c'est un 2. Il y a Evil Dead 2, Kick-Ass, et Edge of Tomorrow. Ok. Oh yeah. Voilà. Et c'est pas forcément les meilleurs films du monde, c'est juste des films qui t'attrapent et qui te lâchent plus. Ouais, Scott Pilgrim, pour le coup, le Edgar Wright, c'était un... Moi, je me souviens très bien de notre projection presse tous les deux. Exactement. On peut même raconter, d'ailleurs, ça n'a pas un intérêt flagrant, mais on est dans une toute petite salle dédiée à la presse. On était très peu nombreux parce que Universal était ultra frileux à le sortir. Et l'âge moyen était quand même assez élevé. C'était des critiques d'un certain âge. Et il y avait nous deux au premier rang et un gars derrière nous qui était plié de rire tout le temps. Et le reste de la salle était complètement... Mais ils se demandaient ce qu'ils découvraient parce qu'ils avaient zéro référence. Ils étaient trop âgés pour connaître toutes les notions de jeux vidéo qu'il pouvait y avoir dedans. Donc c'était vraiment particulier. C'est un gros souvenir, la projection de Scott Pilgrim. Et donc là, l'animé, c'est vraiment... Si vous connaissez pas le comics ni le film, vous pouvez commencer par ça, et si vous connaissez les deux, c'est complètement complémentaire. Donc toi qui as vu le film, franchement... non mais c'est sûr, c'est sur ma liste, je vais mater. En plus,
Ouais, et puis Netflix, quoi. Tu appuies sur le bouton. Pour le coup, en plus, c'est 8 épisodes, ça se regarde assez rapidement. Ça va assez vite, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas sur mon feed. C'est-à-dire, il me l'a pas proposé. Là, avec ma copine, on était sur le fameux canapé des patachons avec le plaid. On a regardé ce qu'il y avait à voir et ça m'a pas été proposé. Pseudo. On revient au début de Ah, l'émission. peut-être. On va justement revenir au début de l'émission parce que j'ai 2-3 remerciements à faire. On arrive à la fin de ce podcast. C'était cool. C'était cool non seulement de passer ces 2 heures avec vous, mais aussi de passer 2023 avec vous, chers merci amis. Marc. C'était une belle année. Merci, Laurent. La prochaine. Merci. Et ça s'appelle pas Happy Hour pour rien, parce qu'il n'y a pas l'image, mais c'était les gens Happy. le voient pas, mais on a descendu quelques bières. Ouais, c'était Happy. Vous pouvez nous suivre sur Instagram pour le voir. La prochaine émission sera en 2024. Moi, je voulais saluer et remercier plein de gens qui m'ont aidé à préparer la première partie de cette émission. La communauté Bunkland sur Discord, Xavier, Renaud en particulier. Mes copains Adrien, Christian, Damien, Julien, Nicolas et Olivier, qui sont une conversation WhatsApp qui s'appelle Joystick. Comme quoi, ça des anciens toujours de cette communauté. Sans Joy, moi, j'aurais jamais créé CloneWeb. Et du coup, sans ton travail, on n'aurait pas été là ce soir. Donc, merci pour ça. Bravo. Merci d'être venu. Je suis touché. Passe le bonjour à Jérémy de notre part, évidemment. Ça sera fait. J'ai vu Caféine il y a très peu de temps. Ah bah. Ouais, voilà. on s'est fait un coréen ensemble. On aime drop des anciens des pseudo IRC. Des pseudo IRC d'époque. Évidemment, on embrasse tous les anciens de la communauté Joystick. On pense à eux. Merci d'être venu, Laurent. C'était super. Ah, c'était super. On suivra évidemment vos prochaines aventures à Jérémy et à toi avec attention. Mars Express est toujours dans les bonnes salles de cinéma. Yes. Portez-vous bien. Passez de belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine. À ciao. plus. Ciao. Si, ciao. Bonus. Trax.